Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Donc, ouais, effectivement, je suis chirurgien vasculaire et je suis rattachée à l'université de Paris-Saclay. J'ai fait de la recherche depuis quelques années maintenant sur. Marche, marche. Ou je fais une autre, sinon. Je fais de la recherche depuis quelques années sur l'utilisation de la simulation numérique et de l'IA pour préparer les interventions. Sinon, je peux. Alors, donc j'ai pas de lien d'intérêt. Donc déjà pour faire un petit point sur qu'est-ce qui existe en publication et en recherche sur l'IA en chirurgie vasculaire. Vous voyez qu'il y a différents champs d'application possibles, avec une prédominance d'intérêt pour les traitements de la pathologie aortique, mais également quand même pas mal d'équipes s'intéressent à la pathologie de la carotide et l'artériopathie périphérique, avec une répartition assez homogène de différents domaines de l'IA qu'on va utiliser, donc que ce soit de la modélisation prédictive, de la segmentation d'images avec du deep learning et de l'aide au diagnostic et à la détection. Donc nous, on est une spécialité qui repose énormément sur l'analyse de l'imagerie en préopératoire. Donc on se tourne naturellement vers le domaine de la vision, où en fait on va utiliser l'IA pour faire tout ce qui est mesure automatisée de diamètre, de volume, d'anévrisme par exemple, de détection de lésions d'AOMI avec des degrés de sténose, bien que ça soit un peu plus compliqué à valider sur l'AOMI. On a de la chance d'avoir en France en fait, deux sociétés qui se sont intéressées à ça, qui sont Nurea à Bordeaux et Incepto à Paris. Ils ont développé un algorithme d'IA qui fait de la segmentation automatique aortique et des mesures automatiques de diamètre dans la dissection, dans les anévrismes et dans les suivis post-opératoires. On a également des équipes de recherche qui s'intéressent à détecter automatiquement des anévrismes sur des scanners ou des dissections, comme on le ferait pour des lésions mammaires sur des mammographies. Et puis il y a également quelques équipes qui s'intéressent aussi au score calcique aortoiliaque, bien que ça soit moins validé que le score coronaire. Sur le post-opératoire, on a encore Nurea et Incepto, donc qui ont validé leurs algorithmes pour ça. Donc en fait, en post-opératoire des endoprothèses, on a souvent des mesures qui sont assez chronophages. On va aller mesurer à différents niveaux les diamètres de l'aorte. Et donc grâce à ces outils, c'est plus automatisé et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et ce qui a été montré aussi, c'est que c'est des algorithmes qui sont un peu plus sensibles pour détecter les petites fuites que parfois on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Et puis le dernier domaine, ça va être la caractérisation de la plaque. Donc je vais vous parler un peu après. Pour la pathologie aortique, ça c'est de la réalité clinique puisque ces sociétés, elles ont bien avancé sur la validation et donc maintenant c'est des outils qui sont intégrés dans les outils qu'on utilise en pratique clinique pour regarder les scanners. C'est très rapide, il n'y a aucune étape manuelle et en une dizaine de minutes, on a un rapport qui est fait par l'IA qui nous donne toutes les mesures, qui nous dit si ça a augmenté par rapport à l'ancien scanner et on a également une interface qui permet de checker rapidement si les mesures faites par l'IA, elles sont cohérentes avec le scanner de notre patient. Pour ce qui est de la caractérisation de la plaque, ça c'est un autre domaine. Je vous donne l'exemple de la sténose carotidienne parce que c'est assez parlant. En fait, vous savez qu'il y a des sténoses carotidiennes qui peuvent donner des AVC. Jusqu'ici, on se base sur le degré de ressaisissement de cette sténose pour poser les indications préventives de chirurgie de la carotide. Néanmoins, on sait que c'est un critère qui n'est pas vraiment discriminant du risque d'AVC. Et maintenant, on a des sociétés savantes qui recommandent hautement de s'intéresser à la vulnérabilité de la plaque, qui va reposer sur différents critères. Ça va être l'aspect de rupture de la chape fibreuse, ça va être l'existence d'un noyau nécrotique lipidique, de l'hémorragie intraplaque ou de la néovascularisation qu'on peut voir sur différents examens, l'échographie, le scanner ou l'IRM. Et donc l'IA, là-dedans, elle prend vraiment tout son sens parce qu'elle va venir analyser à une échelle très très fine, beaucoup plus fine que ce qu'on peut faire à l'œil humain, toutes ces caractéristiques qu'on peut voir sur ces différents examens. Ça a été montré sur les différents types d'examens possibles. On a notamment une équipe qui s'intéresse à ça sur Paris, qui est à l'ENSAM, qui utilise donc le deep learning, c'est le CNN, avec de la radiomique, qui est une technique d'analyse d'image qui va transformer ces données, ces petites caractéristiques de texture, d'hétérogénéité, d'analyse de voxels en des données qui sont interprétables. Et ensuite, on vient rajouter une couche de machine learning qui va s'entraîner avec ces features, ces caractéristiques et sortir un score prédictif d'AVC. Quand on fait un peu le tour de la littérature sur le sujet, on a une douzaine de publications. Après, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a un degré de validation qui est assez préliminaire, avec très peu d'études qui ont validé leur modèle sur une validation externe, c'est-à-dire qui ont passé le stade de l'entraînement du modèle, et encore plus rare à l'échelle multicentrique. Ensuite, si on s'intéresse à plus l'assistant virtuel, donc là, on a la technique, le domaine de l'IA du Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, qui là peut être utilisé, donc c'est pas vraiment spécifique de la chirurgie vasculaire, mais on peut imaginer utiliser ces algorithmes qui vont
en fait analyser plein de données non structurées qui sont présentes dans les dossiers de nos patients pour en sortir des informations de façon beaucoup plus efficace qu'on le fait avec le codage ou avec des analyses manuelles des dossiers. Et donc ça a été montré que ça permettait d'identifier par exemple des patients à risque d'AOMI ou d'ischémie critique avec des dossiers patients. Ça pourrait également vraiment nous servir pour optimiser la façon de faire de la recherche, nous faire gagner du temps sur la collection des données, les statistiques, la rédaction. Et puis, dans une vision plus large, bah, ça pourra nous aider dans le futur à rédiger nos comptes rendus de façon plus fluide avec juste un algorithme qui écoute notre conversation avec le patient, qui rédige les comptes rendus de consultation, qui rédige nos comptes rendus d'hospitalisation, qui check aussi dans les comptes rendus de sortie si on a bien respecté le traitement médical optimal et qui vérifie qu'on n'a rien oublié. Et puis également, il y a tout ce qui est codage qui peut être facilité avec ces techniques. Et puis, on peut imaginer aussi pour le patient utiliser ces techniques pour faire de la télésurveillance, du télécoaching et donc améliorer globalement le parcours de soins de nos patients et sa prise en charge. Pour ce qui est du pronostic, là, on a le domaine du machine learning, donc qui s'entraîne sur des données massives pour ensuite prédire des risques. Donc, dans la chirurgie vasculaire, on a quelques équipes qui sont intéressées à ce domaine. Les plus avancées, en fait, elles ont utilisé des larges registres qui ont permis donc de valider ces modèles sur des cohortes rétrospectives pour prédire bah, les risques de rupture d'anévrisme, les risques de complications post-opératoires ou les risques de décès. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment au premier stade de la validation de ces modèles, qu'il en reste pas mal d'étapes à franchir avant de l'utiliser en pratique clinique. Et un des enjeux, c'est vraiment d'uniformiser la façon dont on collecte les données pour avoir des données qui soient exploitables par un algorithme et lever les biais géographiques. Et pour ça, il y a par exemple Vasculed, qui est une initiative européenne qui vise à collecter ces données à l'échelle européenne, standardiser la façon dont on collecte les données et aussi aller entraîner l'algorithme localement pour respecter la protection des données. Donc ça, c'est une piste pour l'avenir et c'est en train de se mettre bien en place avec des milliers déjà de données patients qui sont collectées. Ensuite, on a la planification. Donc, en fait, on a des procédures notamment sur la pathologie aortique. Donc, je vais vous donner l'exemple. On va préparer nos procédures endovasculaires pour l'exclusion endovasculaire des anévrismes par des endoprothèses. On va mesurer sur les scanners des patients plein de mesures qui sont assez chronophages. On va mesurer pas mal de diamètre sur la zone saine sous-rénale, sur les iliaques. On va mesurer des longueurs, on va mesurer des angulations, on va mesurer des épaisseurs de thrombus ou de calcification, on va détecter des collatérales, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et on a une autre société française, Predishers, qui a développé un algorithme d'IA qui permet de faire tout ça de façon automatisée. On l'a validé récemment avec une comparaison avec deux seniors de façon manuelle et on a montré que les résultats étaient très satisfaisants sur quelques patients. Cette société, ils utilisent aussi la simulation numérique. Donc, c'est pas tout à fait de l'IA, mais c'est quand même une piste d'avenir. C'est faire de la modélisation du déploiement des endoprothèses. On reproduit numériquement les endoprothèses du patient, on reproduit l'ordre du patient et on fait de la simulation de déploiement d'endoprothèses et on regarde ce qui se passe pour valider un peu la stratégie. Donc, il y a déjà une validation de cette simulation sur quelques endoprothèses pour vérifier qu'on était bien fiable pour reproduire ce qui se passait en réalité. Et ça donne ce genre de résultats en 3D. Vous voyez qu'on peut regarder en fait sur le résultat de la simulation numérique comment l'endoprothèse s'est comportée. Est-ce qu'elle s'est bien apposée sur la zone où elle est censée s'apposer? Et avec ces cartes d'apposition, on voit en rouge en fait elle s'est pas apposée, en bleu elle est bien collée à la paroi. On voit comment les stents se sont comportés, est-ce qu'ils sont pas plissés, etc. Et donc ça nous permet de potentiellement prédire des risques de fuite. Un autre exemple assez parlant, par exemple ce patient, lui, il avait présenté une plicature comme vous voyez sur le scanner en haut à droite. On voit pas très bien, mais elle s'était pliée en deux en paire opératoire et c'était vraiment quelque chose d'assez inattendu parce que en fait, quand on refait le sizing de ce patient, on aurait tous choisi le même diamètre. Et quand on a fait la simulation chez ce patient, bah, la simulation a prédit la même plicature et donc on aurait pu potentiellement éviter la complication avec la simulation. Donc derrière cette simulation, on peut analyser les résultats encore une fois avec du machine learning. Donc on repasse sur l'IA et entraîner ce modèle et sur ces données de simulation et voir s'il arrive à identifier un risque d'endofuite chez les patients ou non. Donc on l'entraîne sur des patients et ensuite on le valide sur une cohorte externe et sur cette cohorte de validation externe, on obtient une bonne sensibilité et spécificité pour prédire le risque d'endofuite. Donc c'est quelque chose ça qui devient la réalité clinique, puisque maintenant, avec un de nos fabricants d'endoprothèses, on peut tester en préopératoire le risque de fuite chez notre patient en testant l'option qu'on a choisie et vérifier que l'option endovasculaire est bien satisfaisante, qu'on n'aura pas de risque de fuite ou de migration avec ce patient.
Si on passe sur le pair opératoire maintenant, donc là, on a une validation qui est assez faible avec juste quelques cas cliniques, mais on a quand même quelques sociétés qui s'intéressent à ça et c'est très intéressant pour la culture. On a par exemple une société qui s'intéresse à faire de la réalité augmentée avec des hologrammes qui nous projettent l'anatomie des patients, que ce soit en endovasculaire ou en chirurgie ouverte, et ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension spatiale de l'anatomie du patient qui peut être parfois assez complexe. Donc là, c'est aussi de l'avenir. Il y a encore une fois le jumeau numérique qui peut être utilisé pour anticiper la façon dont l'arbre orthoïliaque se redresse quand on met du matériel endovasculaire rigide dedans. Parfois, ça se redresse beaucoup et donc les longueurs se rétrécissent. On a du mal à dégager les bonnes angulations pour bien déployer les prothèses. Et donc, c'est des outils qui peuvent nous permettre d'être plus performants. Et puis, on a aussi le robot endovasculaire qui permettrait de vraiment réduire drastiquement l'irradiation du chirurgien en opératoire avec toute une navigation qui pourrait être faite euh, pendant laquelle le chirurgien sort de la salle opératoire et fait la navigation à distance. Et donc ça, il y a eu quelques cas patients qui ont montré que c'était faisable pour la navigation, pour aller dans des artères viscérales ou rénales. Et puis enfin, il y a l'apprentissage de nos internes, puisque ça devient vraiment nécessaire. On a une forte pression de l'HS, mais également de notre société savante pour améliorer la façon dont on forme nos internes en évitant qu'ils s'entraînent pour la première fois sur le patient. Et donc là, l'IA, bah, elle trouve tout son sens parce qu'on peut faire des simulateurs basse fidélité avec de l'IA, des simulateurs haute fidélité. Donc au début, on s'entraîne sur des simulateurs basse fidélité pour les gestes les plus basiques. Ensuite, quand on est un peu plus avancé dans la formation, on passe sur des simulateurs haute fidélité avec, par exemple, on a des simulateurs de procédures endovasculaires. On pourrait imaginer un simulateur de ponction sous échographie, etc. Avec en plus de la rétroaction qui permettrait pour l'interne de s'auto-évaluer et de s'améliorer sur ces simulateurs. Ensuite, on passe sur le sujet cadavérique qui reste le meilleur sujet d'entraînement pour nous chirurgiens, mais qui reste quelque chose de très rare et précieux, donc vraiment à réserver pour des stades plus avancés de l'internat. On complète ça avec le jumeau numérique, les outils d'aide à la planification, etc., pour mieux comprendre toutes ces étapes de préparation des interventions. Et enfin, on arrive au bloc opératoire, très aguerri, et on réduit les risques pour nos patients. Voilà, donc en conclusion, vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux de recherche, on est peu dans l'actualité, plutôt dans le futur, puisqu'il y a vraiment peu de validation à large échelle de ces modèles, peu d'utilisation en pratique clinique en dehors de la planification et du suivi des malades avec la segmentation automatique. Mais tout ça, ça avance vraiment rapidement, donc il faut vraiment se former pour rester des utilisateurs éclairés, qui sachent vérifier comment les modèles ont été validés, s'ils ont été validés de façon rigoureuse, exiger des modèles qui soient aussi explicables, vérifier qu'ils sont dans un cadre sécuritaire et de confidentialité des données pour nos patients, et aussi savoir évaluer l'impact le bénéfice que ça apporte aux patients. Parce qu'au-delà de la précision, il faut qu'il y ait vraiment un bénéfice de ces modèles dans la pratique clinique et pour les malades. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est une séquence de discussion un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Est-ce que les endoprothèses peuvent fausser ou artefacter vos données par rapport à des scanners normaux sans endoprothèse? Par rapport aux segmentations automatiques, par exemple, vous voulez Oui. dire? Oui, oui, alors bien sûr, Est-ce que c'est pas. pour un scanner normal, ça peut artefacter tout ça Alors, il y a des choses où l'IA, elle est très forte et ça marche très bien. Il y a d'autres choses où vraiment elle a besoin de beaucoup de scanners pour s'entraîner parce que, par exemple, le thrombus au niveau de l'aorte, ça peut être difficile pour elle d'identifier la limite entre ce qui est le thrombus et le duodénum qui peut être collé sur l'aorte ou la veine cave, par exemple. Donc ça, vraiment, c'est en entraînant beaucoup les modèles, il finit par s'améliorer, mais c'est pas du 100% parfait. C'est pour ça que c'est important d'avoir des interfaces qui permettent de valider les mesures que fait l'IA pour être sûr qu'elle a fait des bonnes mesures et qu'on est toujours, voilà, on est toujours garant de la réussite du modèle d'IA, donc il faut toujours vérifier. Sur le suivi post-opératoire, c'est plus difficile effectivement pour l'IA de segmenter et de faire des mesures adaptées parce qu'encore une fois, bah, il y a moins de contraste. Par exemple, un anévrisme qui a été exclu, bah, il prend plus du tout le contraste. Et il y a encore une fois des structures adjacentes qui ont un peu les mêmes densités. Donc c'est sûr que c'est pareil, c'est les mêmes problèmes et qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de scanners pour que les IA pour qu'ils s'améliorent. Mm. Est-ce qu'il y a des endoprothèses conseillées plus que d'autres ou
Alors, c'est un peu l'idée de ce genre d'outil, c'est de nous permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus individualisée par rapport à notre patient, par rapport à son anatomie. Et c'est l'objectif futur de ces boîtes-là. Pour l'instant, elles sont obligées un peu de bosser avec un, deux fabricants parce que bon, elles ont besoin d'avancer sur le plan financier. Mais à terme, c'est l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces outils avec toutes les endoprothèses, de les tester chacune pour notre patient et de choisir le meilleur choix pour l'anatomie du patient, celle qui va le mieux s'apposer et qui aura le moins de risque de se thromboser ou de migrer, etc. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Ça sera pas assez long. Bonjour. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué le machine learning sur les coupes, les examens que vous réalisez scannographiques. Ça fait partie de votre propre base de données ou est-ce que c'est dans un plus large entrepôt de données de santé que vous partagez avec d'autres structures ou même à travers l'Europe? Est-ce que vous avez évoqué qu'il y avait Alors, un registre européen? sur le machine learning, sur les données, par exemple, du modèle de risque d'endophite, c'est des données multicentriques qui ont été collectées avec des collaborations avec d'autres centres. Après, donc, dans l'étude, par exemple, en question, il y avait 8 centres et on n'a que 173 patients, entre guillemets, mais parce qu'en fait, c'est des données qui sont quand même difficiles à avoir, parce qu'en fait, je n'ai pas détaillé les critères d'inclusion, par exemple, mais c'est des patients, il fallait qu'ils aient au moins 3 ans de suivi, avec un scanner préopératoire de bonne qualité, avec un suivi régulier. Et en fait, on se rend compte qu'on suit tous très mal nos patients, enfin, en tout cas, qui ne reviennent pas. Ou alors que parfois il y a des données perdues parce qu'en fait les scanners préopératoires ont disparu ou qu'en fait on a récupéré le patient qui a fait la fuite et c'était pas nous qui l'avions traité initialement, il nous a été adressé d'ailleurs, etc. Donc finalement c'est vraiment c'est une étape qui est difficile. C'est pour ça que pour avoir des modèles plus performants, il faut forcément passer par des collaborations internationales. En tout cas pour ce genre de modèle parce qu'on est très vite limité par la quantité des données. Ces sociétés-là, oui. Après, c'est toujours dans le cadre d'études. Donc, il y a des anonymisations de scanners. Il y a un cadre éthique où il y a un accord de comité d'éthique pour faire les études, etc. Question. On voit que c'est pas mal d'entreprises françaises, hein, finalement, qui sont agrégées un petit peu autour de ton université et de Maryland Long, ce qui permet d'avoir de grandes facilités pour récupérer ces données. Où est-ce qu'on en est, tu sais, par exemple, sur des grosses structures comme l'assistance publique des hôpitaux de Paris? Est-ce que c'est un outil qui va rentrer facilement, ou alors est-ce que justement ces grosses structures ont peur du caractère des businessmen qui viendraient voler des données Ouais. des bons patients? Alors, je sais que pour la segmentation automatique, la Incepto, là, qui travaille sur Paris, ils sont implémentés dans le PACS de la PHP. Et donc, ils ont signé des accords avec la PHP pour travailler avec eux. Pour ce qui est de Predis Search, par exemple, en fait, ils ne sont pas forcément rattachés à un hôpital en particulier parce que c'est plus avec un fabricant. Donc, si on met l'endoprothèse avec lequel ils ont négocié un arrangement financier, on peut demander au fabricant de faire la réalisation de la simulation numérique et exploiter le résultat. Mais après, je sais que ça prend. Il y a un peu d'opposition sur les CHU parisiens à utiliser ce genre d'outils, qu'il y a moins en province. En fait, il y a un peu plus de dynamisme sur les. Par exemple, à Grenoble, ils font des simulations systématiques de leurs procédures avant les interventions pour tester le résultat parce qu'on peut faire aussi les simulations en prothèse un peu plus complexes. Et à Lyon aussi, enfin, il y a. On a l'impression qu'à la PHP, on est très bloqué par les gens qui détiennent les clés de l'entrepôt de données de santé, qui veulent protéger ou surprotéger, ou alors on se demande même s'ils ne veulent pas se donner beaucoup d'importance au final, à empêcher un petit peu Mais heureusement, il y a beaucoup d'autres structures que la PHP, heureusement, pour développer ces Alors, choses-là. après, c'est bien de protéger les données de ses patients, mais c'est vrai que- Je crois que les entreprises amènent leur financement, hein, donc il y a même beaucoup à gagner, je pense, à travailler. Exact. Étonnamment, étonnamment.
On a pas mal travaillé avec Incepto pour essayer de faire entrer la PHP sur les modèles de segmentation de l'aorte nous seraient très utiles au quotidien et qui probablement leur permettraient d'avancer beaucoup plus vite aussi dans leurs travaux. Et en fait, le changement de direction à l'entrepôt de données de santé, etc., fait faut que les projets n'avancent pas et c'est à s'arracher les cheveux, hein. J'en Une profite. note de positivité. La liste, là, c'est- Plus de questions? Donc, on va poursuivre notre navigation dans l'innovation avec le docteur Solène Vokang, qui va nous parler un petit peu d'IA et de pratiques quotidiennes. Puis je la laisse se présenter. Je vais sur mon... Je vais commencer à me présenter comme ça le temps que la présentation arrive. Donc moi, je suis chirurgienne stomatologue à Paris. Je suis aussi entrepreneur. Et donc, vous parliez de la PHP. J'ai fait toutes mes études à la PHP internat de chirurgie, maxillofacial stomato. Et j'ai moi-même eu une grande passion pour l'IA déjà quand j'étais interne. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des entreprises assez tôt dans mon cursus avec lesquelles j'ai pu travailler. Alors, je le faisais forcément sur mon temps libre, sur mes repos de garde. Donc, j'ai fait beaucoup d'annotations. Et c'est vrai que la partie IA, aujourd'hui, je trouve, pour le soignant, c'est déjà en tout cas très intéressant de pouvoir commencer à faire de l'annotation d'images, ne serait-ce que pour les étudiants en médecine, parce que ça nous permet de comprendre ce que c'est finalement une IA, un jeu de données, qu'est-ce qu'une donnée finalement, et combien on va pouvoir annoter de données pour faire un algorithme. Finalement, l'IA, ce sont des algorithmes qui vont apporter de la précision. Voilà. Et tout ça, ça m'a amené aussi, donc pour un petit peu l'histoire, à créer une entreprise dont certains ici font partie des membres de cette communauté. J'ai créé une entreprise qui s'appelle AccureCare et qui permet à des soignants de participer à des missions justement d'entreprise, donc en l'occurrence de l'annotation d'images pour des entreprises dans l'IA, mais ça peut être, voilà, aujourd'hui on travaille avec des boîtes comme Dassault Systèmes qui travaillent sur des jumeaux numériques qui vont avoir besoin de soignants pour tester les produits, apporter vraiment finalement du retour terrain. C'est vraiment ça que je voulais mettre aussi auprès des entreprises, c'est des retours terrain facilités. Nous on s'occupe de la partie vraiment qualification des profils, la partie également financière et réglementaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour travailler avec des entreprises, évidemment, il y a des réglementations vis-à-vis notamment des ordres et puis en fonction des hôpitaux aussi, des déclarations et autres. Donc voilà, nous, on intervient aujourd'hui dans mon entreprise pour ça. Ça va arriver, pas de souci. Oui, c'est bon, je connais mon sujet. C'était juste pour montrer quelques petites illustrations que vous allez voir. Et donc, moi, suite à la PHP, j'ai fait une thèse de sciences aussi en maladie rare, où j'ai essayé de mettre de l'IA, de l'algorithme. J'étais vraiment passionnée par tout ça. Et puis, j'ai pas réussi justement à mettre ma passion finalement dans le service. J'ai vraiment expérimenté plein de choses. J'ai essayé d'aller dans les différentes directions et j'ai vu que c'était une grosse machine. Et donc je me suis dit bon bah tant pis, mais je vais faire mon propre cabinet. On va dire mon cabinet innovant. Je vais créer mes expériences patients parce que moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de créer vraiment des parcours patients fluides, surtout dans ma spécialité où on a beaucoup d'anesthésie locale et loco-régionale en stomato. Donc, je fais beaucoup de dents de sagesse, de kyste, de pathologies cancéro-buccales. Et j'ai beaucoup de gestes que je peux faire en local, mais les patients dans ma spécialité, ils ont super peur. C'est vraiment historiquement, la stomatologie, c'est considéré un peu comme de la dentisterie. Et donc, moi, j'ai des patients qui arrivent déjà en salle d'attente avec un stress assez incroyable. Et donc, j'ai vraiment eu tout ça le long de mon parcours, tout mon internat, cette gestion finalement du stress des patients qui n'était pas enseignée. Et j'ai voulu, en tout cas, participer à trouver des solutions vraiment pour y remédier. Donc, aujourd'hui, puis on verra du coup les petites images. Mais comment je travaille aujourd'hui? Donc, j'ai mon cabinet à Paris. Et donc, j'ai développé différents outils, co-développé, alors l'utilisation de certains, co-développement aussi avec d'autres entreprises, parce que du coup, je suis forcément assez dans le milieu entrepreneurial. J'ai beaucoup de collègues entrepreneurs et qui savent que je suis très, en tout cas, intéressée par développer des solutions qui sont utiles. Et c'est ça que je dis aux entreprises à chaque fois, c'est, voilà, moi, je cherche à répondre à une problématique. Ensuite, si votre outil me permet d'y répondre et surtout d'être utilisé par moi, mais par le plus grand nombre, oui, dans ce cas, on peut travailler ensemble.
Et donc, pour commencer, j'ai commencé déjà, ça c'est le petit exemple que j'ai pas mis comme ça dans ma présentation, je vais le faire tout de suite. Je me suis dit, en fait, je suis très sollicitée parce que j'ai commencé vraiment en mode un peu start-up dans mon cabinet, c'est-à-dire j'ai commencé moi et une assistante au fauteuil. Voilà, j'avais que ça et donc on a le téléphone qui sonne assez souvent et parfois je suis forcément en soin, donc je ne vais pas décrocher. Non, je ne fais pas partie de ces chirurgiens qui décrochent au téléphone, que j'avais certains chefs qui faisaient ça aussi à l'époque, mais non. Et du coup, comment répondre à des patients qui vont appeler pour prendre des rendez-vous. Et donc aujourd'hui, j'utilise une solution. Ouais, parfait. Merci beaucoup. J'utilise une solution qui va du coup optimiser la gestion des appels téléphoniques, c'est-à-dire une solution, il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché, j'ai beaucoup testé, qui est aussi entraînée sur des jeux de données de santé de ma spécialité, parce qu'aujourd'hui l'IA, on parle beaucoup d'IA, beaucoup de données, mais l'IA aujourd'hui, un outil qui fonctionne, c'est un outil qui est entraîné sur une terminologie très spécifique, et je crois beaucoup aux outils vraiment entraînés par spécialité. Par exemple, des IA agents finalement qui gèrent des appels téléphoniques. Il y en a de plus en plus qui existent. Moi, j'utilise un outil vraiment entraîné sur des jeux de données dentaires, stomato, parce qu'il est capable, l'IA est capable de grader et de savoir si un patient appelle dans sa tonalité de voix, il va appeler parce que c'est urgent, parce qu'il a mal, etc. Donc aujourd'hui, j'arrive à avoir finalement à consulter le matin, le soir, uniquement ma gestion, mes appels qui sont tracés. Hein, je vois exactement ce qui s'est dit, ce que l'IA a répondu au patient. Parfois, elle est capable, sur la plupart du temps, de donner des rendez-vous. Quand c'est simplement un appel pour une prise de rendez-vous, directement la prise de rendez-vous est prise dans mon agenda. Et puis, par contre, je peux voir s'il y a une urgence, donc tout est en rouge, etc. Il y a vraiment toute une gradation des niveaux. Et pareil, si c'est des sujets administratifs qui sont moins urgents, j'ai paramétré aussi, moi, l'IA pour pouvoir dire à ces patients, en l'occurrence, envoyer un mail pour la gestion administrative, ça sera la secrétaire qui gérera. Voilà, ça me permet vraiment, en tout cas, d'avoir un premier filtre que je vais évidemment toujours humainement après revoir. Donc voilà, il y a un petit exemple que j'avais mis sur l'image, mais là on fait des conversions fermées, mais voilà des demandes de secrétariat avec voilà des patients souhaitent obtenir une ordonnance et a été redirigé vers l'adresse parce que j'ai conditionné mon IA pour sur un plan administratif envoyer directement à ma secrétaire, etc., etc. Évidemment, l'IA, on parle de diagnostic beaucoup. Hein. Aujourd'hui, c'est principalement la première, on va dire, le premier type d'IA utilisé. Moi, aujourd'hui, j'utilise, bien sûr, je fais mon examen clinique, mais je vais utiliser une IA qui va lire mes radios, mes panoramiques dentaires. Hein, j'utilise beaucoup les radios. J'ai dans mon cabinet un appareil qui s'appelle le ConeBeam, qui permet de faire donc, des ConeBeam en 3 dimensions, donc des imageries 3D, et également des panoramiques. Et donc, j'utilise un outil qui va me permettre de segmenter et surtout d'analyser la radio du patient. Moi, je vais relire le compte-rendu parce que ça me génère un compte-rendu automatisé. Et surtout, je vais pouvoir passer, moi, beaucoup plus de temps à expliquer à mes patients avec un jeu de couleurs. Et les patients, ils adorent, mais vraiment, avoir juste le rouge qui entoure la dent de sagesse quand on leur explique, le jaune parce qu'ils comprennent que c'est une couronne. Ils découvrent parfois leur bouche. Et certains, c'est vraiment... Alors, bien sûr, ça aide aussi à planifier des fois simplement un traitement, mais ça les aide à une prise de conscience parfois de l'état de santé de leur bouche aussi pour certains qui surtout viennent me voir parfois en me disant voilà j'ai peur, j'ai pas envie, etc. Ou ça fait des années que je suis pas allée voir un confrère. À vous, voilà aujourd'hui voilà ce qu'il y a à faire. Regardez, on a par couleur, on va faire ça dans le bon ordre. Vous allez d'abord aller voir votre dentiste et vous reviendrez me voir pour la partie extraction notamment. Donc voilà, pour moi l'IA elle est vraiment là, bien sûr gain de temps, mais surtout précision du diagnostic et je vais passer beaucoup plus de temps à m'occuper de mes patients et surtout à leur expliquer. Évidemment, donc je le parlais en introduction, comment combattre les phobies du patient. Donc, mes patients sont très très stressés et j'ai eu à cœur de trouver une solution vraiment pour combattre la stomatophobie, hein, clairement, de mes patients. Et j'ai testé donc à peu près 8 casques de réalité virtuelle dans ma spécialité. Donc je pense qu'il y a des chirurgiens ici ou des anesthésistes ou voilà, des spécialités qui utilisent peut-être aussi les casques de réalité virtuelle pour les patients, notamment pour les interventions. Donc moi, j'ai eu un enjeu assez particulier parce qu'il existe des casques aujourd'hui, mais moi j'opère sur le visage. Donc forcément, quand j'avais les casques des confrères orthopédistes qu'on me fait, ça me cachait la moitié de la bouche. C'était un petit peu compliqué parce que le patient ne dort pas, hein, donc il fallait que je puisse écarter avec mon écarteur. L'assistante commençait à tenir le casque parce que ça partait en arrière. Enfin vraiment, on sollicite énormément la tête de nos patients. Donc voilà, ça a été assez compliqué à trouver. Et j'ai co-développé les lunettes comme vous pouvez voir sur la tête de cet ami qui s'est prêté au jeu à la photo, des lunettes
lunettes beaucoup plus fines hein, qui vraiment sont adaptées finalement ma spécialité, qui me permettent vraiment de pouvoir avoir accès à tout, notamment le maxillaire quand je dois aller retirer des dents de sagesse bien hautes. Voilà, et vous le verrez, donc le patient voit, je le mets avant l'intervention, il y a un protocole d'induction, c'est vraiment ce qu'on appelle un dispositif médical hein, qui est réglementé évidemment, où il y a une phase d'induction avec 4-5 minutes où le patient, il y a une voix qui lui parle, avec il y a un audio, un casque. Le patient va suivre le protocole, écouter ce qu'on lui dit, et il va rentrer progressivement dans un monde, donc là en l'occurrence, je vous ai montré sous la mer, mais il y a dans la montagne, à la forêt, etc. Et ensuite, je vais pouvoir moi-même gérer au fur et à mesure la partie du coup de l'intervention, c'est-à-dire que je vois que je suis à la fin de l'intervention, je vais pouvoir, avec la petite application que vous voyez sur le téléphone qui est fournie avec, préparer la sortie de phase d'hypnothérapie du patient. Voilà, donc tout ça c'est géré et je trouve ça hyper chouette parce que je peux aussi passer des messages aux patients dans le casque. Et évidemment, j'adapte ces protocoles à tous mes patients. Il y a des patients, on sent avec le corps. Moi, je suis formée à ça. Je vois le langage du corps, les mains qui se crispent, ce genre de choses. Donc, il y a des patients, je vais leur parler en même temps. D'autres, pas du tout, parce que je sens qu'ils sont bien dans leur monde. Voilà, il faut aussi savoir aussi regarder évidemment le langage du corps des patients, mais les accompagner. Et j'ai des super retours. Les patients sont juste ravis. J'ai des patients qui m'ont dit, mais vous m'avez réconcilié avec les soins dentaires. Enfin, c'est assez incroyable. Et ça, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comment répondre aux inquiétudes du patient à n'importe quel moment? Alors, c'est une autre de mes problématiques de mon cabinet à laquelle vraiment je voulais répondre. J'ai donc, après l'intervention, chaque lendemain, j'ai mon assistante qui, humainement, appelle mes patients. Ça, c'est encore super important, je trouve, en chirurgie. On appelle nos patients et c'est elle qui va les appeler pour savoir comment ça se passe. Voilà, c'est extrêmement apprécié. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être si courant, en tout cas en région parisienne. Je ne sais pas trop ailleurs, mais en tout cas dans les cabinets privés, parce que les patients parfois étaient plutôt surpris. Alors moi, je trouvais ça normal. Mais en tout cas, ils sont très reconnaissants et ça permet aussi de rassurer des patients sur des petites questions encore qu'ils n'auraient pas forcément comprises. Et puis voilà, éventuellement une douleur ou un médicament à reprendre. Mais voilà, je me suis dit, en effet, les patients, on ne les voit pas toujours. Vous parliez des pertes de vue, etc. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et moi, j'avais envie de mesurer un petit peu mes interventions pour savoir ce que je faisais de bien, pas bien en gestion de mes protocoles. Et donc, j'ai utilisé un algorithme d'une entreprise, d'un collègue entrepreneur qui lui-même fait plutôt des sondages actuellement. Donc, j'ai dévié une utilisation pour du sondage sur mon activité médicale. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, alors ne va pas appeler les patients ensuite, mais je donne ce numéro dans mes fiches de consigne post-opératoire. Je donne un numéro de téléphone si jamais il y a une question. À n'importe quelle heure, n'importe quand, parce que forcément, les patients, ils sont inquiets en post-opératoire. Donc moi, je reçois toujours plein de mails, de Doctolib aussi, de messages Instagram, de messages TikTok, parce que je suis un peu partout, de LinkedIn, de patients post-opératoire. Donc comment gérer tout ça? Et je dis, je vais leur donner un numéro SOS, voilà, comme ça, pour essayer de recentrer aussi tous ces appels et que je puisse suivre un petit peu ce qui se passe pour des patients ensuite à peut-être 5 jours, etc. Ça m'intéresse de savoir s'il y a certains patients qui sont encore douloureux, par exemple. Donc voilà, cet outil en l'occurrence, il y a un numéro de téléphone, il y a une IA qui répond et qui leur demande pourquoi ils appellent, est-ce qu'ils ont un problème, etc. Et j'ai paramétré certaines réponses à certains problèmes médicaux. Évidemment, encore une fois, tout ça c'est tracé sur une plateforme, c'est-à-dire que moi, une fois par jour, je me connecte ou mon assistante, pour l'instant c'est moi encore, pour regarder voilà s'il n'y a pas un gros souci, s'il a peut-être pas répondu aussi à une question. Donc là, je me dis, voilà, je vais pouvoir l'améliorer. Ça me permet en tout cas de recueillir des informations sur ma chirurgie, en tout cas mes protocoles. Alors, vous voyez, là, on parle finalement d'un parcours où j'ai essayé de répondre à différentes problématiques. Il y en a encore beaucoup. Évidemment, j'utilise aussi pour certaines consultations des outils d'IA génératifs pour faire mes comptes rendus. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui. Encore une fois, moi, j'ai fait le choix d'en choisir une qui est adaptée à ma spécialité parce que entraînée sur des réponses et des modèles dans ma spécialité dentaire, donc ce qui me permet d'avoir quasiment rien à relire parce qu'il a l'habitude des mots, de la terminologie de ma spécialité. Et ça, je pense que c'est très important de choisir un outil vraiment adapté à cette spécialité. Je t'assois. Alors, évidemment, tout ça, la clé, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien, vous imaginez bien ces outils. Il y en a différents, difficiles à mettre en place. Parfois, j'ai le logiciel aujourd'hui, un logiciel métier.
J'ai l'agenda Doctolib comme beaucoup. Moi, il ne fait pas mon logiciel métier pour ma spécialité, donc j'ai un deuxième outil. J'ai un logiciel pour la radio, j'ai un autre logiciel pour la partie IA. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu ça, je trouve. Ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup d'outils différents, beaucoup de logiciels qui sont pas tous interopérables. Et aujourd'hui, je pense que la clé, elle est là. Et il y a une lutte, en effet, des entrepreneurs aussi autour de moi qui me disent, mais j'aimerais trop accéder à ton logiciel, mais et moi, je dis, bah oui, ça serait bien, ça m'ouvrirait d'ouvrir une autre fenêtre, de remettre les données de mes patients. Mais en fait, voilà, il y a aussi un monopole de certains logiciels métiers qui n'ouvrent pas spécialement. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai frein, je trouve, à l'innovation, parce que forcément, bah, ça fait que la secrétaire en moi, je vais devoir recopier les données, ne serait-ce que pour avoir un compte-rendu. Et vous imaginez, bah, ça, c'est un petit peu une perte de temps. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser certains outils vraiment importants, mais certes, parfois, quand c'était un outil qui me permettait de gagner un peu de temps, mais finalement, je devais remettre tout le dossier patient, c'est sûr, bah, là, j'ai abandonné. Donc, aujourd'hui, parce que je recommande en tout cas pour le choix des outils, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment choisir des outils qui s'intègrent nativement à l'écosystème existant, c'est-à-dire voilà, des outils qui peut-être déjà sont proposés parfois par certains logiciels métiers quand même, qui sont certains évolutifs. Un bon outil ne doit pas nécessiter un master en ingénierie pour être utilisé, évidemment. Il y a certains outils que j'ai testés, à chaque fois, je trouvais ça ultra compliqué. Tout de suite, j'ai dit non, tout de suite, premier aperçu, il faut vraiment que l'entrepreneur qui travaille dessus, que le concepteur travaille bien son UX. Un outil médical doit être vivant, qu'il évolue avec la pratique et les lois et les usages. Évidemment, il y a des logiciels qui ont été créés qui n'évoluent pas. On leur demande par exemple de revoir les codifications CCM parce que ça change. Là, j'ai un souci en ce moment parce qu'il y a deux codes qui ont changé là au 1er janvier et en fait, ils me les ont toujours pas changés. Et donc moi, ce qui se passe, c'est que les patients, ils reviennent avec les devis que je leur ai fait en disant, bah, la mutuelle peut pas me dire combien je vais être remboursé parce que les deux codes ne sont pas bons. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. Et pourtant, c'est des logiciels voilà, qui se disent récents. Et ça, voilà, c'est vraiment un frein, je trouve, dans nos métiers. Données de santé, donc l'outil le plus utilisé du cabinet, c'est évidemment aujourd'hui, je trouve, voilà, les soignants, on ne se rend pas forcément compte de l'or qu'on a vraiment sous les mains. Toute cette donnée médicale, finalement, que nous-mêmes, nous allons concevoir, hein, c'est nous qui sommes l'exploitant aussi, en tout cas, nous utilisons bien ces données-là, nous en créons en suivant nos patients. Elles sont partout, ces données, donc dans les dossiers patients, dans les radios, dans les retours post-opératoires. Et le problème, en effet, c'est qu'elles sont souvent dispersées. Là, on vient voir qu'il y a plusieurs outils. Des patients, en effet, qui refont des retours post-opératoires via TikTok, comme j'ai beaucoup en ce moment. Forcément, c'est des données qui sont perdues et parfois qui n'arrivent pas forcément toujours à terme, donc ils sont inexploitables. Pourtant, collecter la donnée, c'est vraiment super important pour faire avancer l'innovation. Et vous l'aurez peut-être vu pour certains qui sont peut-être sollicités par des entreprises privées, c'est toujours ce qui est le plus recherché. Donc autant s'organiser un petit peu pour ceux qui peuvent sur ses propres données parce que ça peut valoir vraiment beaucoup. Petite parenthèse sur ça, j'avais le projet, alors j'ai un petit peu mis entre parenthèses que j'ai eu beaucoup de choses à faire, notamment dans mon cabinet, et je voulais créer cette EDS, cet entrepôt de données santé privée. Aujourd'hui, ça existe dans des grands hôpitaux au niveau de la PHP, mais je me suis dit, avec certains confrères, on a réfléchi avec certains confrères chirurgiens, on s'est dit, bah, nous, on a des données, comment on pourrait faire pour justement les organiser et finalement, bah, les exploiter nous-mêmes auprès, évidemment, s'il y a des industriels intéressés, etc. Évidemment, il y a toute la partie réglementaire, anonymisation. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une source importante de revenus par rapport à ça. Et on a vraiment de l'or, en fait, sous les yeux pour innover et faire innover peut-être d'autres entrepreneurs. Voilà, donc le digital, c'est pas une finalité, évidemment, c'est pas un objectif. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, beaucoup de digital partout. Alors du coup, certains sont un petit peu se disent, ah, mais moi, j'ai pas envie d'être à la traîne, j'ai envie de mettre de l'IA, j'ai envie d'utiliser. Et finalement, voilà, je pense qu'il faut déjà avoir une problématique importante vraiment à laquelle on veut résoudre pour se dire, ah là, est-ce qu'il y a un outil existant déjà sur le marché? Est-ce que c'est adapté à ma spécialité? Est-ce que vraiment ça va m'aider? Donc, le moyen pour moi, c'est les questions qu'il faut se poser. C'est déjà, il faut que ça redonne du temps au médecin. Évidemment, à la relation, j'ai beaucoup parlé de relations patients, mais je pense vraiment que l'IA nous permet de passer plus de temps avec les patients aussi et d'offrir un meilleur suivi. Donc, un petit take-home message. Une innovation doit répondre à une problématique. L'IA n'est pas magique, elle doit faire gagner en précision et en temps le soignant. Un bon outil, c'est celui qu'on utilise vraiment au final. Voilà, en tant que praticien, son assistante, éventuellement ses collaborateurs. Le digital ne remplace pas le soin. Évidemment, il le fluidifie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
Et je vous ai mis deux petits QR codes pour ceux que ça intéresse de rejoindre la communauté AccureCare parce que voilà, on a besoin de praticiens parce qu'on est très sollicité par des entreprises de chez AccureCare pour participer à des missions, que ce soit du test utilisateur. Ça permet souvent voilà, de rencontrer des entreprises qui travaillent sur des sujets qui pourraient nous intéresser. Je trouve qu'en tout cas, c'est un bon moyen en tout cas de se faire sa propre veille. Et le deuxième QR code, c'est ma formation parce que je suis aussi formatrice sur les sujets d'IA en santé. Et donc, j'ai un masterclass qui va bientôt sortir en ligne pour les praticiens et soignants qui sont intéressés sur la partie IA et technologie en implémentation dans sa pratique. Voilà, merci. Oui. Vous pouvez prendre Madame, dans votre discipline qui est l'odontologie, comment est-ce que vous avez été formée à l'usage de ces technologies, du choix des logiciels d'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez pu bénéficier, dans le cadre de votre formation universitaire, d'un moment où on vient de vous dire comment pouvoir trier, là, tout de suite, les logiciels qu'on vient vous présenter, nanana, pour que vous ne soyez pas, comme on l'est parfois avec les médicaments, voilà, des gens à qui on présente des trucs à la fin, comme ça, comment on appelle ça, les visiteurs là, pour la bonne pratique, les délégués à la bonne pratique. Est-ce que vous avez eu dans votre formation quelque chose qui vous préparait à pouvoir évaluer ce qu'on vous donnait à la fin? Alors, pas du tout, justement pas du tout. Tout ça, c'est fait par moi. Voilà, je suis complètement autodidacte sur tout ça. C'est juste que je me suis intéressée assez tôt depuis mon internat en chirurgie, parce que c'est vrai que le milieu, alors moi je suis stomatologue, mais c'est vrai que j'ai évolué en effet avec pas mal de confrères dentistes. Il y a énormément d'innovation aussi dans ce secteur, notamment voilà, guide chirurgicaux 3D, on fait beaucoup de planification. Et tout ça, ça m'a amené à rencontrer dans des congrès, voilà, notamment des entreprises dans l'IA, et ça m'a permis. J'ai fait beaucoup de missions pour eux, moi-même quand j'étais interne, et j'ai fait ma thèse de médecine aussi avec une start-up tech, justement en l'IA. J'ai créé un algorithme avec eux, etc. Déjà à l'époque, je me souviens, ça n'avait pas été. Moi, j'étais fan de ma propre thèse, mais visiblement, c'était original, en tout cas en 2016. Mais je regrette rien parce que du coup, j'ai pu continuer dans ce sens. Et c'est vrai que c'est pour ça, malheureusement, que j'ai quitté aussi la PHP, je ne vous cache pas. C'est que j'ai pas réussi à. Pourtant, j'ai essayé de mettre de l'innovation dans mon service. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. C'était très compliqué. J'avais envie de créer en tout cas mes propres projets. Mais voilà, je voulais créer ce parcours patient. Voilà. Donc, et puis j'ai eu la chance aussi d'aller aux États-Unis pendant 2 ans. Parce que j'ai fait un entrepreneurship avant de créer mon entreprise pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas. Et je pense que le fait d'avoir un petit peu cette prise de recul m'a permis aussi de me dire, allez, je me lance, j'essaye de créer des choses. Voilà. Alors, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est je pense qu'avec l'arrivée de l'espace européen des données de santé, vos problèmes d'entrepôt de données de santé vont être résolus en espérant que vous aurez les bons codes. Donc HL7 Firelink et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez utiliser les proms et les prems pour faire le suivi de... D'accord. Et vous avez des outils spécifiques pour la stomato? Alors, il y a pas, enfin, pour l'instant, j'ai pas d'outils spécifiques, mais il y a des plateformes comme Skeezy et compagnie, enfin, qui existent, qu'on peut tout à fait adapter à sa propre spécialité. Là, je suis en train de devenir centre de recherche clinique aussi pour certains dispositifs médicaux. Donc voilà, typiquement, c'est des choses, voilà, où là, pour le coup, je vais me faire aider des CRO pour organiser ces recueils de données. Donc, on va prendre une question. Je vous propose d'avancer puis poser les autres questions à la fin de la session. Moi, je voulais juste avoir une idée. Est-ce que vous êtes capable d'évaluer combien de temps vous passez pour revérifier ce que l'IA vous a dans la journée, ce qu'elle a répondu, etc. Ça vous prend combien de temps et combien vous avez économisé? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Parce que Ouais, c'est une ce très que bonne vous dites question. est envoûtant, mais il faut, enfin, Oui, il faut que ça gagne du temps, mais en effet, il y a une vérification à faire, évidemment. Moi, ça me fait gagner du temps, je veux dire, en temps de qualité. Aujourd'hui, comme je le disais, je passe plus de temps à expliquer, moi, à mes patients ce qui se passe. Donc ça, c'est assez sur des consultations qui sont quand même parfois entre 15 et 20 minutes. Il y a beaucoup à faire. Donc, moi, ça me permet de vraiment gagner du temps de qualité. Et après, en termes de vérification, alors je suis assez habituée à regarder entre deux patients, je peux regarder mes plateformes et voir s'il n'y a pas un appel urgent, par exemple, comme ça. Donc, et après, envoyer directement à l'assistante. Ça ne me prend pas plus de temps. En tout cas, moi, personnellement, je ne reste jamais plus d'une demi-heure grand maximum à la fin de mes consultations avant de repartir chez moi. Allez, Voilà. là-bas, si vous voulez discuter ensemble. Donc là, si vous voulez d'autres questions ou pas? Encore une question pour les deux. En fait, les questions, c'est pour tout le monde. C'est le principe de la table ronde.
Oui, bonjour madame. Je vous pose une question. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas peur de l'IA dans l'avenir? Parce que votre métier, dans 20 ans, même bientôt, l'IA va vous remplacer. Vous n'avez pas peur de ça? Parce que ça va arriver, au fait. Alors, pas du tout. Je suis une très grosse utilisatrice d'IA. Je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux sur ces sujets. Honnêtement, la chirurgie, je vois pas comment on peut remplacer le geste du chirurgien, en tout cas le mien, avec le stress des patients, avec des patients parfois qui s'étouffent pendant l'intervention Hmm. unitaire parce qu'il y a de la salive, etc. Cette gestion-là, clairement, de rapport soignant-patient, je vois pas du tout comment elle peut être remplacée. Vous savez, moi, Voilà. je suis passionné de l'évolution de l'histoire humaine. En 1800, à l'avènement de la voiture, les vendeurs de chevaux disaient la voiture ne remplacera jamais le cheval. Le cheval, on en aura toujours besoin. Aujourd'hui, 100 ans après, on sait que personne n'a besoin d'un cheval pour voyager. C'est un peu différent. On parle d'une voiture qui roule par rapport à un acte chirurgical qui est un peu Ben, plus attention, complexe. c'est Peut-être qu'un jour, mais ce sera déjà, remplacé. dans certains pays, ça existe. Il y a des cabines de consultation. On a mal au genou, on rentre dans la cabine, il reprend tout de suite, hein. C'est un médecin artificiel. Il reprend. Mais c'est un peu Même la différent. chirurgie aussi en guerre, et regardez bien l'armée américaine, les militaires qui prennent des balles, ils se font opérer, ils ont des machines d'opération. Bon, en tout cas, là on a bien vu que dans les deux interventions, comment elles ont réussi à en faire un duo, en fait. Vous êtes un duo avec votre IA. Effectivement, il peut y avoir des craintes, mais on a de la marge, quand même avant. Et heureusement qu'on a des craintes, sinon il y a des débats qu'on n'aurait pas. Enfin, moi, évidemment, évidemment. Mais l'IA, ce sont des outils qu'en tant qu'humain, il faut savoir utiliser. Et je trouve qu'on n'est pas du tout formé. Alors maintenant, il y a des DU, il y a des formations, les étudiants, je sais qu'on en parle un petit peu plus. Mais concrètement, il faut quand même savoir s'y intéresser parce que, en effet, il peut se passer, ça peut vraiment aider au son quotidien en tant que soignant. Et puis il y a vraiment un intérêt commercial derrière de ces boîtes de nous vendre tous leurs outils. Donc il faut savoir vérifier, faut se former pour justement vérifier la qualité de ces modèles et leur impact, quoi. Et donc voilà, on va passer au module 3. Donc, on passe la main à nos collègues. Mais de rien, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre après ces deux brillantes interventions. Merci. Donc, on a maintenant un sympo un peu partagé entre neuro et psychiatrie sur l'IA et cerveau. Et on a trois interventions. La première, c'est Lise. Est-ce qu'elle est là, Lise? Ah, bah voilà. Donc, Lise Haddou, qui va nous parler de l'Université Paris-Cité, de l'évolution des pratiques en santé à l'ère de l'intelligence artificielle dans la santé mentale. C'est bien ça? C'est ça. La présentation est prête ou pas? Il y avait une présentation. Oui, il y a des Ok. présentations. On va l'afficher alors. C'est celle-là, hein? Oui, c'est ça. Très bien, je partage. Hop. Bonjour à tous. Alors donc je vais vous parler en tant que psychologue de nos usages de l'intelligence artificielle en clinique et en recherche aussi. Donc moi je travaille à l'Université Paris-Cité et au Centre Borelli, qui est une unité mixte de recherche avec plusieurs tutelles. Donc nous avons l'ENS Paris-Saclay, l'Université Paris-Cité, le CNRS, l'INSERM et le service de santé des armées. Ce que ça signifie, c'est que je travaille en tant que psychologue, enseignante et chercheuse avec des mathématiciens, beaucoup de médecins et des ingénieurs, en fait, hein. Donc, c'est vraiment de mon expérience que je vais vous parler, et puis du type de travaux qu'on peut faire ensemble, sachant que parfois la communication est difficile, comme vous le savez, entre les informaticiens et les soignants. En tout cas, par le passé, c'était le cas, on verra pour l'avenir. Alors, déjà, bon, il y a un problème de titre, hein. Là, je vois sur ma présentation et que je suis vraiment désolée. Ça ne donnait pas comme ça sur mon ordi. Bref, je vais vous parler donc d'une discipline en psychologie qui existe depuis une trentaine d'années, en tout cas aux États-Unis, qui s'appelle la cyberpsychologie et qui déjà finalement anticipait un petit peu ces questionnements, alors autour de la psychologie clinique surtout, hein, quand même, c'est-à-dire du soin, les questionnements autour de l'utilisation finalement des technologies numériques. Alors il y a deux grands axes en cyberpsychologie qui ressemblent totalement à ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée aujourd'hui.
Le premier concerne l'observation des usages de ces outils et de l'évolution finalement du comportement humain, tant du côté normal que pathologique, dans le cyberespace. Le cyberespace, bon, bah, c'est en gros le réseau Internet, hein, c'est vraiment le web. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu s'il y a de nouvelles maladies mentales qui sont apparues depuis qu'Internet existe. Alors, ça paraît un peu drôle de formuler la question comme ça, mais dans la communauté des psychologues cliniciens, des psychiatres, ça fait quand même plusieurs années qu'on s'interroge beaucoup sur les conséquences des écrans, sur le développement de l'enfant. Écran, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Il y a eu énormément de travaux sur les jeux vidéo, par exemple, hein, depuis une vingtaine d'années. L'impact des jeux vidéo sur le développement de l'enfant, développement neurologique, développement psychologique, social, scolaire, etc. À vrai dire, les résultats que nous avons aujourd'hui sont très différents, hein, c'est-à-dire qu'on va trouver du pour et du contre. Je donnerai pour exemple ce rapport de l'Académie des sciences qui avait été publié en 2013, où nous avions deux avis totalement différents de la part de psychologues très, très expérimentés. Donc, en fait, les recherches actuelles ne permettent pas de dire si, de manière globale, le jeu vidéo, par exemple, mais on comprenait qu'on peut bien ramener la question aux réseaux sociaux, par exemple, à la consommation importante de vidéos sur YouTube, TikTok, etc. Il y a de nouveaux usages hein, qui sont apparus depuis qu'on parle du jeu. Et le jeu lui-même a continué à évoluer. Mais en fait, c'est difficile d'avoir un point de vue totalement tranché, puisque ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend du type de jeu, ça dépend du temps de jeu et du contexte environnemental, comme toujours, la famille, etc. Hein, donc, les questionnaires que nous avons, par exemple, aujourd'hui, pour mesurer l'addiction aux jeux vidéo, se basent uniquement sur le temps de jeu. Hein. C'est vrai que voilà, c'est donc un débat, hein, un vrai débat. L'exemple qu'on peut donner au niveau classificatoire, c'est qu'en fait, on a un diagnostic qui est sorti en 2018, validé par l'OMS, qui est le trouble du jeu vidéo. Et donc, ce trouble-là peut être diagnostiqué par un pédopsychiatre ou un psychologue. Il peut aussi occasionner le début d'une médication chez l'enfant avec des psychotropes. Hein, donc, on est sur quelque chose quand même d'assez sérieux en termes de diagnostic. Et en revanche, le DSM, hein, donc, qui est publié par l'Association de psychiatrie américaine, dans sa dernière version, ne prévoit pas de diagnostic du trouble du jeu vidéo. Ils y ont bien réfléchi, mais selon eux, ça n'est pas un trouble spécifique et donc ça ne mérite pas de traitement particulier. Voilà, c'est un exemple qui montre bien qu'on est un peu perdu finalement, hein, c'est-à-dire je pense que la meilleure approche reste celle du cas par cas. Alors, d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous, en clinique, le cyberharcèlement et ses conséquences. Là encore, la question, c'est est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que le harcèlement classique ressemble au cyberharcèlement? Bien oui, ça y ressemble. Il y a aussi des différences, principalement le fait que ça ne s'arrête pas quand l'enfant sort de l'école ou quand ça se passe au travail pour un adulte, quand il arrête de travailler, puisque il n'y a pas de coupure, en fait, entre le monde privé et le monde public. On est tout le temps connecté. Hein. Et donc, au niveau des considérations diagnostiques, voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est pour ça qu'en cyberpsychologie, on s'intéresse donc à ces aspects-là. Mais le deuxième axe, c'est vraiment de regarder comment on peut utiliser aussi ces outils pour soigner, pour suivre, pour évaluer nos patients. Et là, on a aussi des outils intéressants. Tout d'abord, en cyberpsychologie, hein, ça a commencé avec la réalité virtuelle, fin des années 90, phobie des hauteurs, phobie de l'avion. Une équipe de Washington décide d'utiliser un casque de réalité virtuelle pour voir si on peut... c'est difficile hein, de mettre un patient dans l'avion pour le soigner, hein, je veux dire en vrai. Donc là, on avait vraiment une opportunité pour voilà, un plus apporté par la technologie. Et donc, ils ont testé dans un premier temps, ils ont vu que ça marchait très bien, ça s'est généralisé avec d'autres phobies. Et il y a même des recherches assez étonnantes, je dirais, sur la douleur, en fait, la sensation de douleur. Notamment chez les grands brûlés, au moment des soins, il y a des logiciels de réalité virtuelle qui sont utilisés, qui marchent très bien et qui les emmènent dans un environnement très froid. C'est très intéressant. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en réalité virtuelle. Le deuxième grand exemple d'outil qu'on utilise technologique pour faire de la psychologie clinique, c'est la télépsychologie. Hein, c'est vraiment la psychologie à distance. Télépsychologie, c'est la version psychologique de la téléconsultation que vous connaissez tous. Donc là, j'en dirai quelques mots après. Le grand tournant, ça a été le Covid. Il y a eu vraiment un avant, un après. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. En tout cas, en psychologie, c'était un peu tabou avant le Covid. De nos jours, bon, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui s'y sont mis, mais voilà, ça reste encore... Enfin, voilà, il faut se former, c'est différent. Il y a beaucoup de choses à réfléchir.
Et puis, troisième exemple, l'IA, hein, on est là pour ça aujourd'hui quand même. Donc, l'IA, je vais parler un petit peu de l'utilisation de l'IoT. Donc, l'IoT, c'est Internet des objets, c'est les capteurs. Hein, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre sur le corps pour le mesurer, le quantifier. Et les LLM, donc on en a parlé aujourd'hui, vous savez, hein, les Large Language Models, les agents conversationnels, les chatbots, etc. Donc, comment ça s'illustre, on va dire, en psychologie. Alors rapidement, sur les outils, hein, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de technologies différentes qu'on peut utiliser. Tous les outils de communication pour la téléconsultation, que ce soit du téléphone, du chat. Donc on est, vous voyez, soit sur de l'écrit, même le mail en fait est déjà finalement une communication à distance avec le patient. Il faut voir la spécificité, c'est de l'écrit, c'est différé. Le chat, c'est de l'écrit, c'est du direct. On a aussi le téléphone, qui n'est pas si nouveau que ça. Hein. Des psychologues qui travaillent au téléphone, ça existe depuis 50 ans. Et dans certains cas, encore une fois, au cas par cas, bon, ben, ça fonctionne hein, avec certains patients, dans certains cadres, etc. Et la vidéoconférence, qui est un petit peu voilà, le summum, je dirais, du distanciel, puisque là, on voit quand même le patient, on le voit en direct, on ne voit que le haut du corps, c'est vrai, mais on peut se faire une idée de pas mal de choses hein, au niveau du non-verbal, et y compris les expressions faciales hein, qui sont là, qu'on peut appréhender avec de la visio. On pourrait aller plus loin. On pourrait aller plus loin que la visio. Hein. On pourrait parler d'un avatar, on pourrait parler d'un chatbot, on pourrait parler d'un robot humanoïde. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui, on en parlera peut-être en ouverture, mais c'est vrai que finalement, ces techniques du distanciel en psychologie ont aussi fait un petit peu le lit, la base de ce qui pourrait être fait artificiellement. Donc, ça soulève de nouveaux enjeux aujourd'hui et il y a déjà des logiciels, des boîtes, hein, c'est surtout des startups, en fait, c'est très peu scientifique, qui proposent des thérapeutes algorithmiques. Alors, deuxième volet, la XR, j'en parle rapidement. Donc là, on est sur de la réalité étendue, tout ce qui est VR, AR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. En fait, la réalité étendue, hein, donc c'est quelque chose qu'on utilise. Je vous ai donné l'exemple de la phobie. Il n'y a pas qu'avec ça que ça peut fonctionner, mais bon, il y a beaucoup de choses, donc il faut regarder. L'IoT, donc, comment on l'utilise en psychologie? Ben, beaucoup pour quantifier finalement des comportements. On a tous sur nos smartphones des accéléromètres, des capteurs qui permettent de calculer le mouvement. Hein, c'est tout petit, donc on peut très bien les avoir sur un patient, sur un bracelet, pour évaluer le début d'une crise maniaque, par exemple. C'est déjà utilisé pour l'épilepsie, ça fonctionne très bien, notamment chez les enfants, pour prévenir des crises qui peuvent être extrêmement graves. Voilà, on peut imaginer beaucoup, beaucoup d'applications avec l'IoT. La vraie question qu'on va se poser, derrière, c'est le traitement des données recueillies avec l'IoT et la qualité des données en termes notamment de confidentialité. Où vont ces données, en fait? Dans tous les exemples que j'ai entendus ce matin, c'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais enfin, où vont les données en fait dans ces logiciels privés? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on contrôle? C'est fondamental. Alors, le jeu vidéo, pour terminer là sur ces exemples d'outils, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont utilisés en psychologie depuis longtemps. On a des jeux qui existent déjà, qu'on va réutiliser comme des nouveaux outils de médiation. Par exemple, les Sims, hein, si vous connaissez le jeu des Sims, on peut faire beaucoup de choses avec les Sims, on peut créer son avatar, on peut créer une famille, on peut la faire interagir. Vous voyez, nous, on fait des dessins de la famille en psychologie, hein, avec l'enfant, bah, il peut le faire avec le Sims s'il a envie. Ça change pas grand-chose, en fait. Hein. C'est voilà, c'est le support qui va changer. Puis après, on a les jeux sérieux, serious games, qui sont développés spécifiquement pour un usage particulier qui peut être thérapeutique ou pédagogique ou autre. OK. Donc, je vais vous donner un exemple au niveau de la téléconsultation, un exemple de grand changement dans les pratiques des psychologues cliniciens. Et donc, ça concerne en fait la période de la pandémie du Covid, où on s'est retrouvés enfermés avec une grande anxiété, beaucoup voilà, d'inquiétude pour l'avenir, etc., des décompensations, des situations familiales complexes avec des personnes qui ne pouvaient pas sortir. Beaucoup de psychologues ont décidé de passer le cap en utilisant ce qu'ils avaient sous la main, WhatsApp, Instagram, tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein, mais voilà, c'est vrai que si on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que finalement, il y a eu une explosion de la téléconsultation, y compris au niveau des chiffres de la CPM ou de la HAS. En psychiatrie, par exemple, hein, on voit bien que ça a été multiplié par 100.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les chiffres, finalement, continuent à être beaucoup plus élevés qu'avant le Covid, hein. Donc, les pratiques sont en train de s'ancrer, notamment dans les nouvelles générations de professionnels. Cependant, très peu d'entre eux sont formés particulièrement à ces pratiques. Quand on est psychologue, on veut travailler avec un test projectif, par exemple, ben, on suit une formation pour apprendre à utiliser le test. Vous voyez, ça ne s'improvise pas. C'est un vrai outil. Ça va changer le cadre, la relation, la confidentialité, la possibilité d'intervenir du psychologue. Alors, quid de la formation? Ben, c'est une vraie question. On voit bien dans cette étude qu'on avait fait avec l'EFPA, donc la Fédération européenne des associations de psychologues en 2020, tout au début du Covid, on avait fait une étude comparative sur plusieurs pays européens au niveau de la formation antérieure des psychologues à la téléconsultation. On voit que la France est quand même pas en bonne position, hein, par rapport à d'autres pays. On est très très peu formés, y compris à l'université et encore aujourd'hui. Alors, on va en venir à l'IA et puis je vais accélérer, ça ne va pas me rester beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'IA en santé mentale? Bon, IA générative, IA prédictive, vous savez tout ce que c'est, on en a déjà parlé aujourd'hui, donc je ne vais pas le répéter, mais on peut utiliser les deux. En IA générative, donc on va avoir bien sûr des LLM, comme je disais au début de mon exposé, plus ou moins fiables, hein, euh, en termes de données, c'est-à-dire en termes de garantie de la confidentialité. Il faut savoir que la plupart des outils, ChatGPT, on en a parlé beaucoup, Perplexity, qui est très très bien, mais quand même, enfin voilà, ces outils-là ne sont pas confidentiels en fait. Je pense que vous savez tous que les données que vous rentrez dans ChatGPT sont récupérées par ChatGPT. Donc c'est vrai que penser qu'on fait des comptes rendus de patients avec les noms, les symptômes, la famille et tout sur ChatGPT, moi personnellement, ça me choque beaucoup, hein. On ne devrait pas, on devrait pas le faire. On devrait savoir qu'on ne doit pas le faire. Euh, les agents conversationnels donc, sont aussi des thérapeutes aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de logiciels qui font... alors, il y a des logiciels qui sortent de labo, hein, qui sont faits dans le cadre d'une étude expérimentale pour accompagner des patients entre deux séances, par exemple, avec un trouble spécifique, avec un algorithme éduqué spécifiquement. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent, ben, encore une fois, ChatGPT, par exemple, pour poser des questions sur leur vie personnelle, trouver des solutions et qui sont très satisfaits. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Moi, je parle avec mes patients, je me rends compte que, et puis je parle avec mes collègues aussi, il y a beaucoup de patients qui ont un thérapeute, mais qui ont un bot en plus et qui l'apprécient et qui vont trouver des qualités dans le bot qu'ils n'ont pas chez le psychologue. Par exemple, pas de regard humain, pas de jugement. Je peux dire ce que je veux. On ne me contredit pas. C'est vrai que les algorithmes, on ne l'a pas beaucoup dit aujourd'hui, mais enfin, ils ne sont pas très critiques. En général, ils sont plutôt d'accord avec vous. Alors, c'est très gratifiant, mais quand même, voilà, on n'est pas vraiment dans une interaction réelle, entre guillemets. Et cette question, donc, voilà, de la pseudo-anonymisation, c'est-à-dire on a l'impression que c'est totalement anonyme, alors que pas du tout. Donc, voilà, il y a quand même un engouement, je dirais, pour ces nouvelles méthodes-là, qui échappent, en fait, encore une fois, aux psychologues, puisque d'une, on n'est pas formé, de deux, il n'y a pas de bot reconnu aujourd'hui, en tout cas en France, qui peuvent faire de la thérapie de manière fiable. Donc, c'est quand même un terrain très, très glissant, très, très risqué. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est en parler avec nos patients, essayer de comprendre finalement ce qui se joue dans ces interactions. La suite, c'est des applications dans le champ de la robotique qui peuvent arriver donc avec ces bots qui sont entraînés en fait, hein, faire de la thérapie. Il suffit de les implanter dans un robot humanoïde et là, on a l'image que vous avez vue au début, le robot qui est en face de vous et qui vous fait vos séances. Donc, on se pose aussi la question de la complémentarité ou du remplacement. Voilà, personnellement, moi, je ne suis pas très inquiète, mais j'ai des collègues qui sont très inquiets. Je vais quand même accélérer. Pour terminer, je vais vous dire que du côté diagnostic et prédictif, tout le champ de la prévention en psychologie, ça marche très bien. L'IA prédictive. Le jumeau numérique en santé mentale, ça existe aussi. Les méthodes de suivi longitudinal individualisé permettent quand même d'avoir une précision dans les informations qu'on a sur une personne et des méthodes de calcul qui peuvent prédire certains risques de manière très fiable, notamment l'effondrement dépressif, les crises maniaques. Bon, on est après sur des recherches, hein. C'est très difficile en fait d'implémenter ça en hôpital psychiatrique.
pour plusieurs raisons, et notamment l'état des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, en termes de moyens. Alors ça, je vais passer. Voilà, je vais juste vous donner ces informations avant de m'arrêter. Sachez qu'on a quand même des réglementations. Réglementation américaine depuis 2013 hein, sur tout ce qui est téléconsultation. On voit bien qu'ils ont commencé bien avant, mais c'est un pays beaucoup plus grand, le Canada y compris, donc ça explique pourquoi ils ont travaillé à distance avant nous, probablement. Des recommandations européennes avec l'EFPA et notamment un texte de 2023 sur lequel j'ai travaillé avec le comité éthique sur les pratiques numériques des psychologues, qui est accessible en ligne. Et au niveau français, plusieurs textes produits par la Fédération française des psychologues et de psychologie, et actuellement un groupe qui travaille sur l'éthique et l'IA. Je suis chargée de mission en cyberpsychologie à la FFPP, donc je me charge de ce groupe-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, on prendra les questions à la fin. Merci d'avoir lancé le sujet sur plein de questions autour de la santé mentale. On va poursuivre avec le professeur Olivier Benot, qui est donc psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et qui est président aussi du Collège national des universitaires de psychiatrie et qui va certainement compléter en prenant peut-être un exemple plus précis autour des jeunes, des adolescents et de la question majeure du risque de suicide. Merci Olivier. Merci beaucoup Wissam, merci beaucoup. Merci à vous d'être ici un samedi après-midi où il fait beau et où on aurait tous plein de choses. Et merci vraiment aux organisateurs pour ce programme passionnant. C'est quand on est psychiatre, on n'est pas toujours très intéressé par les autres disciplines et on a tort. Et en tout cas, là, pour les présentations de chirurgie, j'étais particulièrement impressionné même. Alors, merci vraiment de m'avoir demandé de travailler sur ces sujets. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'IA, peut-être pas l'IA, mais en tout cas au numérique et aux aspects digitaux. Et j'avais eu une expérience, il y a la collègue qui racontait qu'elle avait une expérience de thèse un peu douloureuse. Enfin, on l'a supposé comme ça. J'ai eu une expérience un peu douloureuse de création d'applications smartphone. D'abord une qui s'appelait Smart Autisme pour accompagner les petits-enfants et leurs parents qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, qui a mis beaucoup de temps à se fabriquer, qui s'est fabriqué, qui était au fond un peu décevante. On était très contents, mais les gens ne l'utilisaient pas beaucoup, comme souvent pour les applications. Et puis une deuxième qu'on a fabriquée un peu avec Stéphane Mouchaba, que vous aurez le plaisir d'écouter tout à l'heure, qui justement s'intéressait à la prévention du suicide, qui avait donné lieu à un algorithme dont on était très content, qu'on avait d'ailleurs très bien publié dans le Journal of Medical Internet Research. Et puis la société qui devait le fabriquer a fait faillite, une autre compliquée. Et bref, l'application n'a pas vu le jour. Vous voyez donc les déboires habituels de ce genre de choses. La question du suicide des jeunes est une question extrêmement importante pour une raison très très simple. C'est que c'est extrêmement fréquent et c'est de plus en plus fréquent. Je ne vous fais pas d'épidémiologie, mais vous le savez, c'est aujourd'hui les tentatives de suicide une pratique vraiment courante chez les jeunes. Et du coup, effectivement, ça embolise nos établissements qui sont déjà par ailleurs relativement débordés. Et ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, on est dans un moment plutôt fécond par rapport aux aspects numériques et IA et tout ce qu'on veut, puisque les jeunes que nous avons sont hyper connectés, sont nés avec tout ça. Ils sont très particuliers, ils ont cette connaissance un peu naturelle, alors que nous, on a encore une pratique de soins, même si, bien sûr, ici, on était une sorte de temple de l'innovation, mais qui, en général, est quand même encore un peu vieillotte, et en tout cas sur un ancien système. Alors, c'est vrai que chez l'adulte, le décalage est important. Chez l'enfant, elle est majeure. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vivent sur les réseaux sociaux et avec de l'IA, et puis des adultes qui les prennent en charge, qui n'y comprennent pas toujours grand-chose. Eux, ils sont déjà hybridés. Et ils représentent, je trouve, pour nous, une population intéressante à étudier, au-delà des difficultés qu'ils ont sur le plan de la santé mentale, parce qu'ils ont un usage, une manière d'utiliser le numérique qui n'est évidemment pas la nôtre, et qui est, ou peut-être quelques personnes très en avance, et dont on a beaucoup à apprendre. Et de fait, ils utilisent l'IA. Alors, peu importe les chiffres, à vrai dire, parce que
à vrai dire, je crois que c'est tous qui aujourd'hui utilisent l'IA et parlent avec l'IA. Alors, ils ne devraient pas, mais enfin, ils parlent avec ChatGPT, ils parlent avec Perplexity, avec Claude maintenant, parce qu'ils ont vu que c'était la mode. Peu importe, ils parlent et ils demandent. Et ils demandent des choses. Ils ne demandent pas simplement comment je peux venir jusqu'ici, rue des Saints-Pères. Ils demandent également est-ce que je dois appeler cette petite amie, ce petit ami, et comment je dois lui parler, et ce message, qu'est-ce qu'il signifie, est-ce que je dois en comprendre? Et beaucoup de questions vraiment très personnelles. Et en fait, en réalité, c'est devenu un vrai confident pour eux. Alors bon, on en fait ce qu'on veut, mais en tout cas, il va falloir en faire quelque chose. Alors, l'IA en psychiatrie, c'est évidemment hyper vaste. C'est tout ce qui concerne la prédiction sur dossier. J'ai vu que ça se faisait quand même dans d'autres disciplines aussi, bien sûr. Toutes les thérapeutiques numériques, tout ce qu'on appelle le phénotype digital, tout le système de triage dont on a un énorme problème, parce qu'on a une grosse population avec beaucoup de troubles. Et à la fin, il n'y en a quand même pas tant que ça qui font une tentative de suicide, si on prend l'exemple du suicide, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, notre idée, ce serait de pouvoir détecter ceux qui vont en faire une pour ne pas perdre de moyens, qu'on n'a pas beaucoup, sur ceux qui ne vont pas en faire. Hein. C'est un peu l'enjeu pour nous. Et puis, les chatbots. Alors, très rapidement, je vous ai pris à chaque fois, la conférence est courte, deux, trois études qui m'ont semblé un peu plus emblématiques. La première question, c'est est-ce qu'on peut simplement, sur des dossiers cliniques écrits en masse, peu importe, pas fait pour ça, utiliser des systèmes de machine learning et autres pour pouvoir éventuellement détecter quelque chose qui nous permettrait d'identifier les dossiers qui mériteraient plus notre attention? Alors en réalité, un peu oui, mais pas encore totalement. Alors pourquoi? D'abord parce que concernant le suicide, l'événement est ultra rare sur une immense population. Donc même si les aires sous la courbe sont immenses, on en a vu plein là comme ça, en fait, quand on a une population très grande, on va avoir un problème effectivement, on va laisser passer un certain nombre de cas, ce qui évidemment pour nous est un problème majeur. L'étude emblématique sur le sujet, c'est une étude qui a été faite en population pédiatrique, alors, qui a été faite en population extrêmement large sur 3,7 millions de dossiers patients, d'accord, de 10 à 90 ans. Donc, ils ont extrait les données pour les 10-18 ans. Et en fait, il y a une capacité à identifier les patients qui ont un risque réel de tentative de suicide qui est plutôt bonne, sauf que, donc 90% de spécificité, sauf que près de la moitié ou un peu moins de la moitié des patients qui feront malgré tout une tentative de suicide ne sont pas identifiés. Donc oui, c'est à la fois très bien et en même temps, c'est un peu dommage pour ça. Mais oui, c'est les résultats, malheureusement. Alors, ça va peut-être s'améliorer, mais en gros, c'est un peu comme ça. Alors, du coup, il y a évidemment l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'il nous faut un être humain en plus. On ne peut peut-être pas faire qu'avec de l'IA. Spoiler, bien sûr, qu'on ne peut pas faire qu'avec de l'IA. Il faut un être humain en plus. Alors là, on s'aperçoit qu'on s'améliore un tout petit peu. J'ai mis un peu mieux en haut à droite. On s'améliore un tout petit peu. Là aussi, sur dossier, mais avec une relecture et un échange humain qui permet d'avoir une impression d'analyser un peu les choses de manière plus précise. Le modèle rate à ce moment-là non pas un cas sur deux, mais un cas sur trois, ce qui est mieux, mais qui n'est pas terrible non plus. Donc, c'est probablement une dimension d'avenir. On va pouvoir améliorer humain, comme ça s'appelle, human on the top, et machine. Probablement, ça va être un peu aidant, mais ce n'est pas encore tout à fait la meilleure des solutions. Alors, l'autre question serait peut-être avec un phénotype digital, tous ces capteurs, toutes ces montres connectées qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça peut être des capteurs, ça peut être des données de mobilité, ça peut être des patterns particuliers, ça peut être au fond un peu tout ce qu'on fait, toutes les traces digitales qu'on peut laisser, y compris l'utilisation des réseaux sociaux et autres. Est-ce que ça peut fonctionner? Alors là, il y a deux études qui sont un peu emblématiques et récentes. Une qui s'est intéressée au GPS. En fait, ils se disent, voilà, on va regarder les mouvements des gens et on va s'intéresser à savoir le temps qu'ils passent à domicile, la variabilité des lieux visités, c'est-à-dire, bon, ok, ils sortent de chez eux, mais finalement, ils vont quand dans 2 lieux, dans une semaine, c'est pas beaucoup, ou alors dans 50 lieux, vous voyez, et les distances qui sont parcourues. Alors, la variabilité des lieux et des distances, ça change pas grand-chose, mais le temps passé à domicile, dans cette étude, bon, 186 adolescents, hein, c'est pas immense, sur une durée de 6 mois, 75% de remplissage uniquement, enfin, de données réellement, 33 événements suicidaires sur les 186 qui étaient un peu ciblés, c'est pas énorme, mais enfin quand même, le risque semble être 2 fois plus important si vous ne sortez pas de chez vous.
On aurait pu s'en douter, mais au moins l'IA le repère. Et au moins là, il y a un petit élément qui nous dit, bon, avec un certain nombre de capteurs, il va sûrement falloir en additionner. Alors justement, il y en a d'autres qui en avaient additionné ou qui en ont additionné. Encore une étude très récente. Alors ce qui est assez fabuleux hein, quand on travaille sur ces domaines, chaque fois qu'on fait une présentation, on présente que des études qui ont 2 ans ou 3 ans, parce qu'en fait, toutes les autres sont un peu périmées d'une certaine façon. On en apprend un peu à chaque fois. Là, c'est 3 écoles, c'est des patients population générale, hein, 3 écoles, 103 ados, on n'avait pas beaucoup, 14 jours de suivi. Et là, ils ont essayé de regarder. Alors déjà, c'était une étude de faisabilité. Ils se sont amusés à sortir 2, 3 résultats, mais c'est quand même au départ une étude qui était faite pour la faisabilité. Faisabilité, très bien, les gens ont utilisé. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y a à la fois des données passives et des données actives, c'est-à-dire qu'ils remplissent, il y a l'Ecological Momentary Assessment, ils remplissent un certain nombre d'échelles, en même temps qu'on prend des données du digital qu'on va pouvoir récupérer. Et à ce moment-là, en récupérant toutes ces données et en additionnant, on s'aperçoit que finalement, on a, ce qui est plutôt intéressant, les données, quand elles sont uniquement passives, uniquement actives, sont finalement moins pertinentes pour détecter une idée suicidaire que l'association des deux. Donc on a quand même un effet synergique à associer en gros, je pose la question, je discute et j'ai quelques informations subjectives données par le patient et des informations objectives données par des capteurs. On a une augmentation. Pareil, insuffisant, petite étude, mais prometteur. En tout cas, peut-être quelque chose un peu dans cette direction. Comme la collègue qui parlait de chirurgie vasculaire, on a au fond plein de choses, mais rien encore d'usage aujourd'hui en psychiatrie, bien entendu. Alors pour les chatbots, très tentants, on en voit, évidemment, c'est l'usage qui en est fait. Donc c'est quand même intéressant de voir si ça peut fonctionner, parce que c'est de toute façon un usage qui est fait. Aujourd'hui, alors l'acceptabilité, ben, on l'a compris, hein, les gens adorent ça, c'est super, ça ne juge pas, c'est permanent, c'est en permanence. Et l'impression qu'on en a, c'est que c'est globalement relativement empathique. Vous savez qu'il y a cette fameuse étude qui fait peur à tout le monde, qui dit qu'effectivement, mais il n'y a pas de psychiatre dedans, les médecins sont moins empathiques que les machines, bien sûr. Alors l'étude est très discutable, mais enfin, dans l'ensemble, on a tous utilisé ChatGPT, on sait bien qu'il est plus empathique que la plupart d'entre nous, donc il n'y a pas de problème, il est gentil hein, avec nous, mais il est conçu pour ça, il est psychophante. 2 études sont un peu marquantes dans ce domaine-là. Une qui s'occupe de faire de la TCC mobile et qui compare avec la psychoéducation, quand même 160 ados sur 5 semaines, et qui montre, au fait, pas véritablement d'efficacité plus importante sur la thérapie en elle-même et sur les critères d'efficacité qu'ils avaient définis, mais par contre, un taux de rémission voilà, qui est plus important. Alors, vous noterez quand même que le taux de rémission est ultra bas dans le groupe qui était le groupe juste psychoéducation, c'est-à-dire j'explique à la personne la pathologie qu'il a, parce qu'ils avaient des critères qui étaient très élevés. Je me suis un peu demandé aussi quand même. Mais enfin, ils ont bon, une forme de résultat. Et en règle générale, et dans l'étude, une autre étude qui a été faite en Pologne, FIDO, avec un système qui est un système canadien, ils ont développé tout un système qui permet éventuellement, là aussi, de faire de la TCC et autres. Et ils arrivent à avoir un certain nombre de résultats, en particulier sur l'impression de solitude. Alors pourquoi ça nous intéresse, nous, les impressions de solitude? C'est parce que justement, les réseaux sociaux sembleraient augmenter l'impression d'isolement et de solitude chez les adolescents, et que l'impression de solitude et d'isolement chez les adolescents est un facteur de risque majeur de troubles de santé mentale. Et donc, eux, ils ont un peu ça. Donc, bon, il y a quelques résultats un peu dans ce sens-là. Je passe là-dessus. Stéphane me dirait, un tableau, ça ne sert à rien. Voilà. Hein, il a raison. Mais il a raison, Stéphane. Quels sont les risques? Bah, évidemment, il y en a plein de risques dans tout ça. Dont les risques des chatbots, c'est-à-dire le truc qui est utilisé, détourné, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui à disposition totalement de manière courante quelque chose d'efficace, c'est des réponses inadéquates. C'est effectivement en tout cas, une difficulté à l'accès aux soins, même si on te dit qu'il faut aller voir un médecin finalement, mais ça le retient quand même, ça discute, ça continue. C'est effectivement relativement opaque dans la manière dont ça fonctionne. Et puis, ça peut donner des réassurances trompeuses. Et ça a donné quelques histoires qui sont sorties dans la presse qui sont un peu difficiles. C'est effectivement une pratique à risque et on le sait. Moi, je ne fais pas partie des Cassandres qui disent qu'il ne faut pas utiliser, on va vers le drame et que c'est dramatique. Mais c'est sûr qu'il faut l'accompagner. Il faut sûrement travailler dessus, réfléchir sur ces questions pour pouvoir amener des solutions parce qu'il doit y en avoir. Mais effectivement, c'est à risque. En pédopsychiatrie,
Il faut éviter qu'on imagine une décision quelconque autonome faite par de l'IA, ça c'est à peu près clair. Il ne faut pas utiliser d'outils complètement opaques dont on ne sache pas comment ils ont été construits ou qui ne sont pas construits spécifiquement pour ça. Donc évidemment, faire attention à l'exploitation commerciale. J'ai été comme vous, j'ai vu récemment que quand on chassait des Pokémon, finalement, on cartographiait la planète. Pas de chatbot seul, évidemment, dans des cas de crise et pas de substitution clinique. Alors, en conclusion rapide mais prudente, moi je dirais que pour les chatbots seuls avec de l'IA, aujourd'hui, c'est non. Pour le phénotype digital, avec un accompagnement d'Ecological Momentary Assessment, je dirais aujourd'hui, c'est oui, même si c'est très prometteur, c'est pas encore tout à fait, mais c'est quand même de ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui plutôt quelque chose de positif. Pour le dépistage sur dossier, bah, c'est toujours mieux un peu avec humain, c'est sûr, que sans humain. Aujourd'hui, c'est oui et un peu non. Je suis désolé de vous le dire comme ça, je ne pourrais pas conclure. On voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais en particulier, ce qui est compliqué pour nous, c'est la question que les dossiers sont remplis de manière extrêmement diverses. Et ce n'est pas tout à fait comme en chirurgie, où c'est beaucoup plus cadré, donc ce sera plus difficile. Et puis pour les thérapies comportementales avec de l'IA, en tout cas sur des populations jeunes, alors quand on est un peu plus large, ça tourne vers le oui. Quand on est avec les populations plus jeunes, ça tourne parfois vers le oui et non. C'est pour ça que je vous l'ai mis comme ça. Oui, ça fonctionne bien, surtout quand c'est un peu accompagné. Souvent, les études sont des études de non-infériorité et elles montrent très bien qu'au fond, c'est pas inférieur. Donc, si c'est pas inférieur et que ça coûte moins cher et que ça permet d'en faire plus, c'est probablement une question un peu d'avenir. Et je vous remercie de votre attention. J'espère avoir tenu les temps. Super, merci Olivier. Donc on va compléter ce tour d'horizon. On va appeler Nathalie Nasr, qui est professeure et étudiante, professeure de neurologie et étudiante en éthique, puisqu'elle prépare un doctorat, me semble-t-il, et qui va nous parler donc d'éthique et de neurosciences. Donc voilà mes liens d'intérêt. En effet, je suis neurologue, plombier du cerveau spécifiquement, neurologue vasculaire, hein. Je dirige l'espace régional éthique Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes. Et comme je trouve que c'est quand même bien quand on a des responsabilités en éthique, hein, d'avoir un curriculum en plus de celui médical qui va avec. Je suis inscrite pour une thèse d'éthique dans l'AVC à la phase aiguë sous la direction de Cynthia Fleury. Et je trouve ça, c'est très bien. C'est ce que je fais à mes heures perdues. Ça, c'est très bien. Et ben, moi, je voulais vous parler aujourd'hui de mon expérience comme neurologue vasculaire, hein, sachant que ça fait partie des disciplines médicales où ça fait partie des spécialités où les progrès ont été tellement importants qu'on se demande maintenant où sont nos limites, hein. C'est-à-dire avec la thrombectomie, le retrait mécanique du caillot dans une grosse artère, on arrive à recanaliser déjà 80 à 90% des artères et puis à ramener 50% des personnes à un état d'autonomie. Le fameux Fehlig-Mateilig, ça s'est complètement transformé là, c'est Fehlig-Heilig. Et c'est le sens de la campagne, de la grande campagne que nous avons menée avec le ministère de la Santé et l'ambassade de France à ESA le 29 octobre dernier à Beyrouth, pour ceux qui connaissent Beyrouth, eh bien pour justement que le paradigme change. Et nous avons dans les cartons un plan national AVC que nous avons commencé à mettre en place, qui est un petit peu en pause, hein, mais on essaie d'avancer quand même, avec la cartographie des hôpitaux en lien avec la Croix-Rouge, hein, pour que l'orientation se fasse de manière adaptée. Donc, on est dans un paradigme tout à fait nouveau qui a transformé nos pratiques comme neurologue, comme urgentiste, comme médecin du SAMU, comme médecin généraliste, hein, qui a l'obligation d'orienter correctement son malade, y compris au moment des signes d'alerte, hein, qui précèdent dans 30% des cas l'AVC. Et là, par exemple, hein, pour parler de système d'aide à la décision, il y a eu au Canada un système pour aider à orienter les patients selon la caractérisation des accidents transitoires, ou bien dans un service d'urgence, illico presto, ou bien pour une consultation de neurologie vasculaire, et qui s'est traduite par une réduction du risque d'AVC après un AIT. Donc vous voyez que je pars d'un a priori positif, hein, quand je vous présente les choses comme ça. Mais je vais vous parler des choses
un peu plus dur, où le temps est contracté, où on n'a pas le temps, même quand on a l'habitude des discussions éthiques, on n'a pas le temps d'une concertation multidisciplinaire, ou etc. Une situation où time is brain et où en fait on va devoir décider extrêmement vite dans des situations souvent extrêmes. Et c'est de cette situation-là que moi, je vais vous parler, puisque ça, c'est mon quotidien. Hier, j'étais de garde, demain, je suis de garde. Et quand on est de garde, c'est pour les soins intensifs de neurologie, pour prendre ces décisions-là en un temps extrêmement court. Ok. Bon. Et donc, je vous ai dit donc, que la thrombectomie a révolutionné le pronostic des accidents vasculaires cérébraux. Et pourtant, il y a 15% de battements de variabilité dans les situations où il y a des recommandations de grade A. A priori, pas discutable. On trouve malgré tout actuellement en Europe 15% de variabilité. C'est les neuroradiologues interventionnels qui font l'intervention, qui ont publié le papier. C'est même pas nous, neurologues, qui parlons de nos collègues neuroradiologues interventionnels. Alors pour vous, à quoi est-ce que ça peut être dû, là, cette variabilité de 15%? Oui, oui. Oui, mais une fois que le patient, oui, vous avez raison, time is brain, il faut que la filière soit la plus fluide possible, très rapide. Et bien, une fois que le patient est là, il y a quand même entre oui, il y a 15%. Oui. Et à supposer qu'on a passé l'obstacle, bah ça c'est un élément important que vous dites, parce qu'on perd souvent du temps entre le... Parce que moi, je monitore les temps dans mon hôpital. J'arrive quelque part, je suis comme un politique qui prend la mairie, je fais un audit des finances, moi je fais un audit des temps. Et en effet, il y a beaucoup de temps qui est souvent perdu entre le moment où le patient traverse la porte des urgences et l'imagerie. Ça, c'est vrai. Oui, 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 oui. Ah, oui, il y a la disponibilité de la salle. Donc, la disponibilité des ressources, ça, c'est un élément important. Donc, on suppose que le patient a sauté là, les étapes diagnostiques. On a eu l'IRM, et puis, oui, oui, maintenant, on peut aller jusqu'à 24 heures. Ouais, on peut aller jusqu'à 24 heures dans les AVC larges, et on a oui, oui, pour les AVC installés qui nécessitent la thrombectomie jusqu'à 24 heures. Bien sûr, pas chez tout le monde, mais la fenêtre, vous prenez par exemple l'étude LAST, qui est une étude française, multicentrique internationale française, coordonnée par Caroline Arquisin à Montpellier. Ils ont pris des AVC très étendus. Et même dans ces AVC extrêmement étendus, il voit une déviation de l'échelle pronostique, l'échelle de Rankine, vers des scores de handicap beaucoup, beaucoup plus faibles et plus autonomes. Aux États-Unis et puis en Chine, ils sont allés très facilement jusqu'à 24 heures. Et pour la thrombectomie, je ne parle pas de la thrombolyse, oui, la thrombolyse in situ, on reste avec ce qu'on a dit, 4h30, mais là aussi, les délais sont en train de s'étendre au-delà de 4h30 en fonction du mismatch entre la zone infarcie et la zone qui risque de basculer. Voilà. Et donc là aussi. Alors, là, moi, je voulais que vous me disiez ce que vous pensez du fait que pour un patient donné qui arrive avec une hémiplégie, une aphasie, une occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche dans son segment M1, c'est-à-dire le tronc de l'artère sylvienne, pourquoi est-ce qu'on a, par rapport aux recommandations internationales, européennes, nationales françaises, 15% de battement de variabilité, facteur humain? Le facteur humain. Comment est-ce qu'on explique ce facteur humain? Monsieur Mouchabak va parler des biais, donc je ne vais pas trop m'étendre sur les biais, mais le facteur humain est extrêmement important là-dedans. Oui. C'est quand prenez un territoire, par exemple, je sais pas, l'Europe occidentale, et vous comparez ce qui est fait par rapport aux recommandations pour des cas similaires. Ah, voilà, voilà. Alors, je pense que vous avez mis le doigt sur les trois éléments importants. La courbe de l'apprentissage. La courbe de l'apprentissage, les jeunes, les moins jeunes, mais moi qui forme les jeunes, je sais qu'ils sont très attachés à appliquer les recommandations. Donc, les jeunes, oui, la courbe d'apprentissage, oui, mais en général, ils appliquent, puis ils sont à jour, le lundi matin, le staff de neurologie vasculaire, les actualités, ils sont à jour, les jeunes. Dans nos hôpitaux universitaires en France, on n'a pas à se plaindre. Les jeunes, ils travaillent, ils sont à jour. Très bien, ok. Mais il y a quand même cette courbe de l'apprentissage. Bon.
Il y a les gens qui sont un peu au-delà des recommandations parce qu'ils sont en train de faire les futures recommandations qui vont arriver. Là, on ne va pas se plaindre non plus, hein, de traiter le malade selon ce que sera la recommandation de demain. Certains d'entre vous, hein, nous sommes là-dedans et ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Mais le gros de la variabilité, c'est le facteur humain, comme l'a dit Wissam Al-Haj, c'est-à-dire que ça va être lié à des biais, une mauvaise perception. Par exemple, un biais ultra classique, hein, c'est le biais de catastrophe. Voilà. Si je le fais, là, oh là là, il a une occlusion de la carotide qu'il va falloir traverser, mettre un stent. Le patient vient d'avoir la thrombolyse parce que lui, il est arrivé tôt. Nanana. Après, il va falloir thrombectomiser. On part d'un score en IHSS, le score de gravité très lourd, à 24. Ah, ça va être une catastrophe. Le biais de catastrophe qui est souvent doublé du biais d'omission. C'est-à-dire, on oublie que si on ne le fait pas, la situation va être certainement catastrophique. Vous voyez? Après, il y a le biais des tripes, hein, qui joue énormément. Vous savez, les complications sont rares, mais il suffit d'avoir une complication la veille de rupture artérielle, d'une perforation, pour que pour le patient qui arrive, eh bien, j'ai un raisonnement qui me dit, ah, on n'y va pas, on n'y va pas. Mais c'est le biais des tripes. C'est le biais des tripes. Et souvent, ça fait freiner par rapport à des bonnes indications. Il y a aussi le biais d'ancrage, c'est-à-dire de lester une variable de beaucoup plus de poids qu'elle ne devrait en avoir. Quelqu'un qui commence à avoir des troubles cognitifs, mais qui quand même est capable d'être à la maison tout seul ou toute seule, avec 2 passages d'infirmiers par jour pour les médicaments, une aide 1 heure par jour, les jours de semaine, pas le week-end. Et on vous dit, voilà, bon, si une personne est démente, eh ben, j'y vais pas. Mais enfin, elle n'est pas démente. Elle est à la maison, chez elle, toute seule. Elle n'est pas démente. Et de laisser quelqu'un hémiplégique aphasique parce qu'on a trop lesté un facteur qui a été donné, ça c'est très fréquent. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de transfert par le SAMU. Tout cela se fait par téléphone. Or, au téléphone, les gens qui... J'ai vu un urgentiste dans la salle, donc je me suis sentie, voilà, familier. Voilà, très bien, beaucoup moins. Alors, quand on parle au téléphone, souvent les gens retiennent ce qu'on dit au début et à la fin, pas au milieu. Et il y a des informations qui vont sauter. C'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut parler peu et puis à la fin faire un récapitulatif, wrap-up, hein, et donner les informations importantes. Sinon, là aussi, on va avoir un zapping d'informations. Et puis, comme vous le savez, au milieu de la nuit, là, quand on est neurologue vasculaire, c'est nous qui lisons les IRM et les scanners. Alors nous, comme les radiologues, nous avons un biais qu'on appelle le biais de satisfaction quand on fait défiler les images. C'est-à-dire, on trouve un truc, on est content, on s'arrête. Mais non, alors qu'on pense que c'est ça qui explique le tableau, alors que la vraie raison est sur la séquence, sur la série d'images d'à côté. Oui, il faut continuer, il faut être systématique. Et là où les systèmes, je dirais, d'aide à la décision informatique nous aident, hein, c'est parce que ça nous force dans des rails de recherche systématique. Vous voyez? Ça, c'est le système de l'aéronautique, par exemple. On ne peut pas ne pas avoir coché telle case avant de prendre une sorte de checklist. Voilà, parce que tous ces biais mis bout à bout font qu'il y a beaucoup de variabilité. Et ça, dans les situations où c'est des recommandations de grade 1, où normalement on aurait dû avoir extrêmement peu de variabilité. Alors, il y a les situations qui viennent juste après, qui sont des situations un peu tangentes. Je peux vous raconter une expérience que j'ai vécue moi-même. J'ai fait une thrombectomie chez une enfant de 2 ans. Quand je l'ai publiée, c'était la plus petite enfant thrombectomisée dans la littérature, qui était arrivée de Tarbes. À l'époque, j'étais à Toulouse, et avec un accident sylvien gauche, une occlusion. Elle avait une cardiopathie congénitale traitée au CHU de Toulouse, donc on savait ce qui se passait, on savait que c'était cardio-embolique, hein. Et on ne savait rien à l'époque de quand je l'ai publié, s'il fallait faire ou pas une thrombectomie, mais il y avait une sorte de consensus mou de gens qui ont écrit qu'il valait mieux ne pas le faire. Alors qu'il n'y avait pas de data. Là, on se dit que quand on ne sait pas, il vaut mieux ne rien écrire. Franchement. Bon, bah, très bien. Et donc, moi, j'ai cette petite fille qui arrive de Tarbes. Et je sortais de la conférence de l'ESOC, European Stroke Organization Conference, où j'avais été 3-4 jours plus tôt, où j'avais vu la présentation d'une série de cas d'enfants. Certes, ce n'était pas une étude prospective randomisée, mais la plus grande série de cas d'enfants thrombectomisés avec des résultats qui étaient très bons.
Meilleur encore quand la cause était cardio-embolique, parce que là, il n'y a pas de risque hein, de perforer une artère enflammée comme quand c'est après une varicelle, qui est une autre cause d'AVC. Là, quand c'est cardio-embolique, hop, une aspiration, le caillot arrive, et puis c'est bon, il suffit d'avoir un bon neuroradiologue interventionnel, le petit cathéter, puis ça y est, on n'allait pas la laisser comme ça. Donc moi, j'avais cet avantage que j'avais l'information. Donc je sors de l'ESOC, le papier n'est pas encore publié, je sais que c'est du solide, je connais l'équipe qui l'a présenté, c'est très fiable, hein. Et donc là, j'appelle mon neuroradiologue interventionnel préféré, qui était de garde, je lui chuchote quelques mots, c'était à 3 heures du matin, on appelle l'anesthésiste, tout le monde, et on y va, alors qu'on était totalement off-label. Il n'y avait rien pour dire allez-y. Au contraire, il y avait un consensus puis qui dit plutôt pas. Just, non. Cela non. Je ne suis pas sûre parce que non, ce que nous avons pris comme décision, ça a été la nouvelle recommandation. Oui, mais ça a été la nouvelle recommandation, c'est-à-dire on avait une information, il y avait un délit d'initié. On était en avance par rapport à la... Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un délit d'initié, on était on avait les personnes qu'il fallait. J'aurais eu, je sais pas, j'avais un excellent expert hein, pour le faire. Je savais qu'il allait pouvoir arriver là. Et moi, je pense que l'intérêt d'avoir eu un système qui permet de faire une synthèse des données à ce moment-là, c'est que même si ça n'avait pas été moi, ça aurait été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un outil qui vous permet d'agréger l'information, y compris celle qui est dans la littérature grise, en a rien de temps. Ça fait qu'il n'y aurait pas eu la variabilité, ça tombe sur moi ou ça tombe sur quelqu'un d'autre, ou je suis allée à l'ESOC ou je ne suis pas allée. Vous voyez? Oui, mais en fait, il faut des systèmes qui vous permettent de vous apporter un truc, tiens, telle séance de l'ESOC, telle équipe, tel résultat, tel truc, mais on n'a rien de temps parce il faut que ça soit très rapide, très, voilà. Et c'est-à-dire, ouais, oui, c'est-à-dire que si j'avais pas été connue dans l'hôpital où j'étais maître de conf à l'époque, peut-être qu'on m'aurait pas écouté. Mais alors que là, il a suffi que je dise rien du tout au téléphone, mais à peine. Mais après, j'ai eu la chance de parler aux bonnes personnes. Vous voyez, donc, mais je me dis, un système qui permet d'agréger l'information qui est dans la littérature grise en un rien de temps aurait permis de non, non, je ne la cherchais pas, mais aurait permis que, même si c'est quelqu'un d'autre, il l'aurait fait, parce qu'il avait l'information. Ouais, ce que j'avais, moi, ça aurait été rendu disponible pour plus de gens. La, Oui, mais la conclusion, Nathalie. la conclusion, c'est que je crois qu'il ne faut pas, comment vous dire, il ne faut pas regarder l'IA comme voilà, comme un épouvantail. Moi, je pense que nous avons une variabilité de par nos expériences, de par nos parcours, hein, et que l'IA en synthèse peut avoir deux intérêts. Je finis avec ça. Un, pour les gens qui n'ont pas l'expertise nécessaire dans leur centre, les rapprocher de l'état de l'art, voilà, de la décision qu'ils auraient prise s'ils avaient pu avoir toutes les expertises neuroradiologiques, etc. autour, hein, et cela permet de diminuer la perte de chance liée à la variabilité dans les centres. Et la deuxième chose, quand on est déjà un expert et qu'on est confronté à une situation rare, très rare, eh ben, cela permet d'agréger le plus rapidement possible l'information qu'il nous faut pour aller vers la bonne décision. Voilà, donc ça, c'est mon expérience de l'IA comme aide Merci. potentielle à la décision. Voilà. On va quand même prendre 15 minutes de pause, mais avant, on peut prendre 3-4 minutes pour discuter. Alors, il y a Olivier, Lise, Nathalie. Les questions peuvent être adressées aux trois. Juste une question sur la thrombolyse in situ. Moi, j'avais compris qu'elle a été abandonnée au dépend d'une thrombolyse par voie veineuse normale. Ah bon? Et vous sentez une différence? C'est-à-dire, il y a à peu près un mois, on a eu une énième étude qui est sortie pour dire que la thrombolyse in situ dans le caillot, là, comme complément
à la thrombolyse IV ou toute seule, ça permet d'augmenter la recanalisation des vaisseaux. Et d'ailleurs, les Américains l'incluent dans la nomenclature et pour payer les actes. C'est déjà le cas. Et attends, dans le remboursement de la thrombectomie qu'on a obtenu du ministère au Liban, on a inclus, voilà, la thrombolyse in situ aussi. Donc, c'est déjà en train de rentrer dans les actes. Mais avec les nouveaux produits, c'est le quart de l'altéplase que l'on donne en IV. C'est le quart de la dose. Oui, c'est le quart de la dose. Une question, vas-y, avec le micro, s'il te plaît. Question pour le professeur Bonneau. Dans votre, donc merci déjà pour la présentation. Vous aviez cité que le fait de rester à la maison dans une étude était 2 fois plus un facteur péjoratif. En tout cas pour le risque de tentative de suicide. Et en même temps aussi, on avait évoqué les chatbots donc de conversation avec ces jeunes-là. Est-ce que pour vous, c'est pas un cercle vicieux où en fait il y a ces chatbots qui sont démocratisés un peu partout sur les téléphones portables, qui vont pousser les gens à rester encore plus, enfin les ados en tout cas, à rester encore plus à la maison et ne pas aller voilà, interagir avec leurs amis, et qui va faire que ça va être aussi un facteur qui pourrait augmenter la tentative de suicide. Et juste dernière question, vous aviez aussi cité donc ces chatbots-là à la fin où il fallait avoir quand même une certaine surveillance ou supervision. Parce que ce qui me vient en tête, c'est l'histoire du suicide qui a été aidé par ChatGPT en novembre 2025, où en fait la personne de 40 ans qui en fait demandait des questions, mais qui ChatGPT allait dans son sens et a même utilisé son livre d'enfance préféré pour finalement lui dire, bah écoute, quand il faut y aller, et du coup il s'est suicidé avec ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Il y en a 3 en un, en fait. Alors, la première, on peut répondre rapidement. Je ne sais pas si sur les 163 patients de l'étude, ils ont contrôlé l'utilisation d'IA, du coup, pouvant favoriser l'isolement. D'accord? Ou tout ce qu'ils observent, eux, c'est finalement de dire, bon, écoutez, c'est simple, si les gens ne sortent pas de chez eux, le risque à une semaine est augmenté pour le passage à l'acte suicidaire. Ce qui est, pour nous, ce qui nous intéresse très peu comme résultat, parce qu'on pouvait s'en douter, mais ça nous montre quand même qu'avec des capteurs, quelqu'un a réussi à prouver que oui. Et ils n'ont pas contrôlé l'effet sur l'isolement. L'effet général sur l'isolement des réseaux sociaux, c'est pareil, c'est compliqué, les deux augmentent en parallèle. On se doute qu'il y a un lien. Le lien, il n'est pas formellement établi, mais on s'en doute un petit peu. Et pour nous, il ne vient pas simplement parce que vous êtes devant votre écran et que vous ne sortez pas. C'est parce que quand vous êtes devant votre écran, ben, comme les gens en ligne, vous perdez l'habitude de voir des vrais gens. Et comme après, vous perdez l'habitude de voir des vrais gens, vous êtes moins à l'aise avec les vrais gens. Et puis finalement, ben, quand vous avez un rendez-vous avec des vrais gens, vous dites, je ne vais pas y aller, parce que finalement, si je le fais à distance, c'est comme ça. Et en fait, ça nous touche tous un tout petit peu, ça, d'une certaine façon. Et donc, évidemment, ça touche plus les jeunes, parce qu'ils sont en phase d'entraînement. Hein. En gros, quand on est petit, on apprend. Quand on est ado, on s'entraîne. Puis après, on vit un peu sur son aspect. Et le troisième aspect de votre question, je ne sais plus, c'était un... Ah oui, alors dans les cas, alors je ne les ai pas tous regardés, mais il y en a celui le plus récent avec le type qui disait, ben, qui apprenait, ChatGPT lui apprenait à faire un nœud coulant là, pour ce truc. Alors en fait, on a accès au script. Alors quand même, le truc, c'est que ChatGPT a pendant assez longtemps dit, il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir quelqu'un qui a été ignoré par le patient lui-même. Hein. Bon. Et après, effectivement, rentrer dans le truc, il est parti dans Je suis sympa. Il est parti dans Je suis sympa, mais en avril dernier, alors pas cette année, enfin oui, il y a un an, ChatGPT a sorti sur le modèle qu'ils avaient précédent, 4 points, je sais pas quoi, ou enfin, je ne sais plus lequel, ils ont sorti un truc pour expliquer, alors ils appelaient ça peut-être d'être sycophante, mais bon, c'est une dérive par rapport à ce que ça voulait dire dans le temps, mais peu importe. L'idée, c'était, en fait, ils se sont rendus compte que leur modèle était trop construit pour nous faire plaisir et pour nous dire des gentilles choses. Du genre, c'est vrai, c'est toujours un peu, ah, c'est génial, voilà. Mais d'un autre côté, c'est un truc américain. Vous êtes déjà allé, j'imagine, aux États-Unis, ou alors dans les congrès américains. Dans les congrès américains, à la fin du jour, on s'applaudit, on se trouve génial, c'est toujours amazing, c'est toujours. Ils sont un peu comme ça, vous voyez. Donc, du coup, ChatGPT avait pris ce pli-là. Ils s'en sont quand même rendus compte, semble-t-il, qu'ils essayent de le corriger. De toute façon, tout ce système se corrige. Moi, ce que je vois surtout, c'est que d'une certaine manière, et en fait, la position un peu générale dans ma discipline, ce serait de dire, écoutez, sûrement qu'il peut y avoir des grosses conneries avec ChatGPT, mais pas de personne du tout, c'est pas mieux.
Et donc, vous voyez, c'est un peu comme les voitures qui se conduisent toutes seules. Je suis à peu près sûr qu'il va y avoir des accidents, mais s'il y en a moins qu'avec des êtres humains, c'est pas grave. C'est le Alors mot de la après, fin. je lis je suis d'accord, non mais juste, je ne veux pas m'arrêter là quand même pour dire que je suis d'accord avec le fait que bien sûr, les données vont partout, tout ça c'est caca et que c'est pas bien du tout et qu'il faut faire attention. C'est le mot de la fin. Il y a la pause, on peut continuer les échanges, mais on reprend vraiment à 15h30, strict, pour que la journée se termine à l'heure. Merci.